Il est là. On va pouvoir commencer ? Bonjour à tous. Alors si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour réfléchir et échanger sur un sujet fondamental, en particularité pour une fédération qui regroupe des associations sportives comme c'est le cas de la FSCF. En effet, durant les 2 prochaines heures, si tout se passe bien, nous allons nous intéresser à la compétition et surtout au sens qu'elle revêt, non seulement dans vos clubs, mais aussi dans la société en général. Le sujet étant assez complexe, nous avons sollicité des spécialistes de la question pour qu'ils nous apportent leur lumière. Qu'est-ce que la compétition? Quelle est son histoire? Quels bénéfices ou au contraire quels effets néfastes peut-elle avoir? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec l'aide de nos invités. J'ai donc l'honneur de vous présenter Abdel Hachache, premier adjoint au maire du 3e arrondissement de Lyon, délégué au sport, mais aussi karatéka émérite et arbitre national dans son sport. Bonjour Abdel. Bonjour à tous. Merci d'être parmi nous. Abdel qui sera donc notre spécialiste technique et politique au cours de cet échange. Nous avons ensuite Sandrine Bonjour, assistante paroissiale et présidente de la très dynamique Jeunesse Mornantaise. Bonjour. Sandrine qui sera notre caution spiritualité. Voilà. Bienvenue Sandrine et merci d'être finalement venue. Nous avons également le plaisir de recevoir Virginie Nicaise, elle est là. Virginie Nicaise, psychologue, enseignante-chercheuse à l'UFR STAPS de Lyon. Bonjour Virginie. Et merci d'être là pour nous éclairer quant au lien entre compétition et psychologie. Ensuite, Yacine Tajri, doctorant en STAPS à Strasbourg, mention Histoire du sport, auteur d'un mémoire sur l'éducation physique pour les jeunes déficients au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, vous préparez en ce moment aussi une thèse sur l'éducation physique, toujours des jeunes déficients, durant la seconde moitié du XXe siècle. Voilà. Et enfin, celle qui sera notre spécialiste médecine aujourd'hui, Sandra Winter, médecin du sport et chef de service à l'hôpital Édouard Herriot. Bienvenue Sandrine, merci d'être avec nous. Voilà, donc maintenant que les présentations sont faites, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet. Et donc pour être rigoureux, parce qu'au comité du Rhône, on essaie de faire les choses bien, on va commencer par essayer d'y voir plus clair quant à la définition même de la compétition. Ce qui m'amène à ma première question. Pour vous, la compétition, qu'est-ce que c'est? Alors, s'il y a quelqu'un qui souhaite commencer, on va partir de... Bonjour tout le monde, pour la définir, ce serait la capacité à l'individu à se dépasser lui-même, mais aussi à être meilleur que l'autre. Donc c'est à la fois aussi le dépassement personnel et à la fois chercher à être compétent et meilleur que les adversaires. Je sais pas. J'ajouterais, c'est d'aller se mesurer à des personnes autres que les personnes qu'on a l'habitude de côtoyer dans son club en fait. C'est aller voir ce qui se passe en dehors de l'association, en dehors du club, avant tout. Et je vais commencer tout de suite, mais c'est aussi pour moi, la compétition, c'est apprendre à gagner, parce qu'on pense tous à la victoire quand on parle de compétition, mais c'est aussi apprendre à perdre, parce que ça fait partie de la vie, ces deux versants qu'il ne faut pas oublier. On oublie souvent un des deux. Je vous laisse deviner lequel des deux. On oublie souvent. D'un point de vue de la spiritualité, je dirais qu'une fois, la compétition, ce n'est pas un but, mais un moyen permettant d'évoluer, hein, il ne faut pas l'oublier. C'est aussi un moyen permettant aux jeunes d'affirmer des valeurs telles que la persévérance, la loyauté, le partage, la solidarité et l'amitié. Et puis, la compétition permet de mettre à l'épreuve sa propre compétence, non pas par orgueil, mais par humilité vis-à-vis des autres compétiteurs. Merci Sandrine. Moi, je vais rester beaucoup plus terre à terre et dans la définition
Qu'est-ce qui est pour moi une compétition? Pour moi, c'est avant tout un objectif que vont se donner des gens qu'on va appeler des sportifs. Donc des gens qui vont s'entraîner pour réussir à être compétents et faire de la compétition. Et donc en fait, la compétition, pour moi, en fait, c'est ce qui va différencier quelqu'un qui s'entraîne pour faire du sport vraiment comme un sportif, c'est ce que je vous disais, de quelqu'un qui va faire de l'exercice physique et pour qui l'objectif va être un peu différent, qui va être par exemple la convivialité dans la pratique de l'activité physique, la recherche d'une bonne santé, la diminution du stress. Pour moi, la compétition, ça doit rester uniquement pour le sportif un objectif et non pas la fin, si je peux dire ça comme ça. Donc effectivement, hein, c'est aussi pour les jeunes un moyen de se dépasser, mais je pense qu'il peut y avoir d'autres moyens que par la compétition et qu'on peut tout à fait pratiquer une activité physique sans forcément faire de la compétition. Et qu'à l'heure actuelle, je pense que de nombreux jeunes sont malheureusement éloignés de la pratique sportive parce qu'on les oblige plus ou moins à faire de la compétition et qu'il faut garder à l'idée qu'on peut tout à fait faire de l'activité physique sans forcément vouloir faire de la compétition et qu'il faudrait même qu'on puisse donner à des jeunes la possibilité, et à des moins jeunes, hein, la possibilité de pratiquer des activités physiques sans forcément vouloir faire de la compétition, faire ça en loisir, parce que leur objectif pourrait être tout simplement la recherche, se faire des amis dans un club, les liens sociaux qu'on peut nouer quand on va faire une pratique d'activité physique, et non pas forcément la performance et la recherche de la médaille et de la compétition. Yacine. Ouais, donc voilà. Moi je suis assez d'accord avec la définition de Sandra, dans le sens où pour moi la compétition est une notion qui est assez large et floue, et ça dépend de la situation du sportif qui vit ou pense le sport. Dans le sens où dans une définition assez stricte de la compétition, on pourrait penser que c'est la production de la performance dans une fédération sportive à haut niveau par exemple, avec des contraintes spatio-temporelles. Mais d'un autre côté, dans une définition un peu plus large, on pourrait penser que la compétition, si la personne veut faire son jogging du dimanche avec 10 km en 45 minutes, c'est peut-être aussi une compétition un peu plus personnelle, mais qui ne rentrerait pas dans une définition stricte du sport de performance tel qu'on peut l'envisager dans les médias actuellement. Donc on a également posé la question à différents publics pour essayer d'avoir la vision de ceux grâce à qui et pour qui les compétitions sont organisées au sein de la FSCF. Et on a pu constater quelque chose d'assez intéressant. C'est que donc la dimension d'accomplissement personnel qui est très importante pour les parents, les juges et les encadrants, puisque voilà, surmonter le stress, prendre confiance en soi, qui sont des choses qui ressortent beaucoup chez les juges arbitres et chez les parents. Voilà. C'est pas du tout ce qui a été mis en avant par les pratiquants. Les plus vieux, donc plus de 10 ans, ils voient une dimension sociale, être avec ses amis, partager un moment, l'ambiance, tout ça. Et les plus jeunes, eux, déclarent ne faire de la compétition pas vraiment pour eux, mais plutôt pour faire plaisir à d'autres personnes, leurs parents, leurs entraîneurs, là en l'occurrence. Notre psychologue, Virginie, a peut-être quelque chose à dire là-dessus. Par rapport à votre enquête, en fait, ça renvoie à les motifs de pratique en fait, des enfants et des licenciés. Dans la littérature, il y en a 6 qui sont identifiés, il y en a quelques-uns qui sont mis en avant, mais je pratique soit pour apprendre et progresser, soit pour m'accomplir, pour me dépasser, pour répondre à des tâches de défi, comme la compétition, soit pour nouer un lien social, être avec des amis, me connecter avec mon environnement, soit pour être en bonne forme physique, soit pour faire plaisir, un biais de désirabilité sociale pour faire plaisir à son entraîneur ou à ses parents, également pour s'amuser. Et il est clair que quoi qu'il en soit, il y a des motifs de pratique qu'il faut entretenir. Il va faire en sorte que vos jeunes ils continuent à apprendre, à progresser, à s'accomplir, à se dépasser. Après, ce qui me gêne un peu, c'est que s'ils font la compétition pour les entraîneurs et pour les parents, c'est qu'ils ne le font pas pour eux-mêmes, en fait. Ils le font pour faire plaisir à, et non pour
l'accomplissement et le plaisir intrinsèque de pratiquer. Donc peut-être qu'il faudrait creuser, c'est un élément, hein, c'est une statistique sur un moment T. Hein. Peut-être qu'il faudrait se questionner ces enfants pourquoi ils font de la compétition pour faire plaisir à quelqu'un. Ça serait mieux qu'ils le fassent pour eux, en fait. Peut-être que c'est un point de départ aussi avant de rentrer pleinement dans la compétition pour soi. Ouais, sûrement. En tout cas, c'est vrai que au début, quand on met son enfant à sa pratique, il est vrai qu'il y a des enfants qui vont dire que je fais cette pratique pour faire plaisir à mes parents parce qu'ils m'y ont mis à la pratique, donc j'ai pas bien le choix. En tout cas, ce qui est intéressant, ce que je dis souvent aux étudiants, il faut identifier les raisons de vos jeunes, pourquoi ils sont là. S'ils sont là parce que leur papa ou leur maman ont fait du sport et qu'ils savent pour l'instant pas trop pourquoi ils sont là, mais par contre, il faut développer d'autres ressources, en particulier de valoriser chez eux que va leur permettre le sport, la compétition, le dépassement, apprendre. On parlait d'apprendre à perdre, apprendre à gagner, qu'est-ce que ça me renvoie sur moi, quelle frustration ça peut me générer, ma capacité à gérer mes émotions. Alors, quand c'est un sport d'équipe, ma capacité en situation d'échec, malgré tout, de communiquer avec mes coéquipiers. Et puis comme Abdel disait, apprendre à perdre, c'est aussi apprendre à analyser ses défaites. Les défaites sont dans notre société, dans notre culture française, souvent un échec. Et c'est souvent finalement un moyen de mieux apprendre sur soi et de progresser. Il faut plus le voir comme un tremplin pour en apprendre davantage. On a aussi relevé, plus sur les pratiquants, les filles, que gagner reste quand même une motivation très importante. Avoir une médaille, avoir une coupe, gagner, vous voyez, c'est pour un certain nombre, c'est quelque chose de très important. Mais est-ce qu'on peut dire pour autant, je vais me tourner vers Yacine et Virginie pour cette question, que la compétition est quelque chose d'inné, de naturel, ou alors c'est vraiment juste une construction sociale et que ces enfants font ça parce qu'on leur a dit gagner c'est bien? On va laisser Yacine commencer. Alors, pour répondre à la question, je ne pense pas que ce soit quelque chose de naturel en soi. Ça relève peut-être plus d'une valeur qu'on attribue au sport plutôt que quelque chose d'intrinsèque au sport. Dire qu'une compétition c'est la solidarité ou le fair play, je suis d'accord, mais il faut peut-être le replacer dans un contexte de production de ces valeurs. Si on se place dans votre fédération par exemple, la compétition est gage de fair play peut-être, mais pour qui? Pour les dirigeants, pour les entraîneurs, pour les pratiquants, pour les enfants, pour les parents. Donc il faut remettre ça dans le contexte de production, parce qu'on voit que les valeurs attribuées au sport et à la compétition ont évolué dans le contexte culturel et historique. Donc on voit bien que c'est quelque chose de construit socialement. Je ne sais pas si Virginie... Oui, peut-être tu parlais de savoir si c'était plutôt inné ou acquis, c'est quelque chose évidemment construit, mais après c'est toutes les valeurs qu'on peut y mettre. Les études en psychologie, elles montrent malgré tout que quand on met deux équipes en opposition ou deux individus en opposition, on va ressentir de l'animosité vers l'autre équipe parce qu'on engage de soi et qu'on veut battre l'autre. Donc on est conscient que quoi qu'il en soit, d'être en compétition en situation d'affrontement fait que je vais peut-être pas tout le temps avoir des comportements positifs, et en tout cas des pensées positives, et du coup ça renforce l'idée qu'au travers du sport, les entraîneurs, les intervenants, les enseignants doivent valoriser, mettre en mots, insister à des valeurs qui sont développées dans la pratique sportive et même dans la compétition. Je pense qu'on peut faire un sport de compétition tout en développant des valeurs telles que la solidarité, le respect, le fair play. Mais après, faut-il encore les communiquer, les mettre en valeur, les répéter par les entraîneurs de manière régulière. En tout cas, de manière naturelle, si on met les gens en compétition, la solidarité et les aspects de fair play ne vont pas se faire de manière naturelle, par contre. D'accord. La FSCF est une fédération aux racines chrétiennes, et notre réflexion ne saurait être complète si l'on n'abordait pas la question sous l'angle de la spiritualité. Je vais donc me tourner vers Sandrine. Il y a indéniablement une idée de confrontation, voire d'affrontement, qui est déjà ressortie là, derrière le concept même de compétition. Est-ce que c'est quelque chose qui est bien en accord avec les valeurs de l'Évangile? Absolument. Si tant est que l'état d'esprit dans lequel se déroule la compétition est en accord avec les valeurs de l'Évangile. C'est comme tout, aussi bien en psychologie que l'Évangile. Donc voilà.
Donc l'Évangile nous apprend à être juste envers l'autre. Et puis pour m'appuyer sur un exemple simple, je ne vais pas faire du caté, mais voilà, pour vous renvoyer à l'apôtre Paul, l'Évangile aux Corinthiens. Donc l'action se passe dans un stade où il y a donc des rencontres d'athlétisme. Et donc Saint Paul saisit l'opportunité de pouvoir s'adresser à tout le monde. Et il explique que pour encourager les chrétiens de cette ville, à Corinthe, à s'engager à fond dans la course de la vie, eh bien, il faut faire référence aux compétitions. Ça date pas d'aujourd'hui. Et de dire aux chrétiens qui sont sur place, de se dire, eh bien, écoutez, courez tous dans cette course à la vie. Un seul va gagner, effectivement, un seul sera vainqueur. Mais pour autant, vous aurez tous fait quelque chose pour aller dans l'aventure de la vie chrétienne. Et donc déjà à l'époque, le message de l'Évangile était bâti comme un message de compétition. Donc ça date pas d'hier, et donc on est effectivement en accord avec l'Évangile. L'importance de prendre part, du coup. Complètement, c'est ça, tout est question d'état d'esprit. Pour citer Usain Bolt, plus récent, que tout le monde connaît, Usain Bolt, qui est un croyant, qui est un pratiquant, qui, dans son geste bien connu, a été interprété de mille et une façons. Pour lui, quand on s'adresse à Usain Bolt pour lui demander d'expliquer son geste, eh bien c'est un geste chrétien. Pour lui, il loue Dieu dans les résultats qu'il a obtenus. Chacun y met ce qu'il veut derrière, en tout cas, lui, c'est son explication. Il dit aussi qu'on n'est pas là par hasard non plus, et que côté spiritualité, Dieu nous a fait naître avec un don, que chacun exploite ou pas. Pour lui, il l'a exploité. Pour d'autres sportifs, il y a des nageuses, il y a énormément de sportifs chrétiens qui ont exploité ce don au bénéfice de la compétition pour un accomplissement personnel, mais pas égoïste. La nuance est importante. Un accomplissement personnel, c'est-à-dire qu'ils honorent en fait le don reçu. Donc il n'y a pas de contre-indication médicale ni spirituelle à la pratique de la compétition par rapport à l'Évangile. C'est une bonne nouvelle. Comme nous avons la chance d'avoir un spécialiste de l'histoire du sport avec nous aujourd'hui, nous allons en profiter pour aller chercher un peu de ce côté-là. Yacine, pouvez-vous nous expliquer rapidement, même si la question est très large, comment la compétition a évolué au fil des âges? Plus concrètement, comment on est passé des Jeux Olympiques antiques, par exemple, qui présentaient une importante dimension religieuse, puisqu'ils étaient liés à des fêtes religieuses, aux très matérialistes 220 millions d'euros qui ont amené Neymar au PSG. Comment on a pu passer de l'un à l'autre? C'est une question assez compliquée qui mériterait peut-être 40 heures de colloque ou de conférence ou de congrès de la fédération. Mais l'origine des Jeux Olympiques fait encore débat chez les historiens, mais on s'accorde à dire qu'il y a une origine de la mythologie grecque. Donc pour certains, ce serait Zeus qui aurait fondé les JO, pour d'autres, ce serait Hercule, pour d'autres, ce serait un roi grec à l'occasion du mariage de sa fille. Donc bref, les origines sont plus rituelles et religieuses que sportives. À la base, la victoire conférait l'immortalité sur le site d'Olympie aux vainqueurs. Donc les origines sont clairement spirituelles. Les premiers jeux ont commencé en moins 776 avant Jésus-Christ. À la base, il n'y avait qu'une épreuve de course. Les jeux se déroulaient déjà tous les 4 ans et une trêve de 12 jours était signée entre les différents États pour garantir la paix au moins pendant ces jeux. Donc c'était surtout des citoyens grecs qui participaient, donc des hommes issus de l'élite, comme les spectateurs qui pouvaient aussi se détacher de leur travail pour ne pas toucher de salaire. Donc bref, petit à petit, au fur et à mesure, je crois à partir du moins 6e siècle et 5e siècle, l'argent commence à rentrer aussi dans ces pratiques et ces phénomènes
sportifs. Le vainqueur se voyait attribuer une récompense financière, donc ça date pas d'aujourd'hui. Les JO perdurent jusqu'en 393, où là un empereur chrétien, donc Théodose, va interdire les JO par un édit, car il pensait, dans le monde chrétien, les JO étaient de plus en plus perçus comme une manifestation païenne, donc on les a interdits. Donc il faut attendre la fin du 19e siècle avec le baron Pierre de Coubertin pour voir une rénovation des Jeux Olympiques. Donc Coubertin, qui est aristocrate français et fervent défenseur des sports anglais pour l'éducation de l'élite. Les premiers JO modernes ont lieu en 1896 à Athènes et on a interdit aux filles et aux femmes d'y participer. Donc elles y participeront progressivement au fur et à mesure du XXe siècle. Donc je vous rappelle que Coubertin était très misogyne. Sinon, pour la question de l'argent et du matérialisme des JO, dès 1924, avec les JO de Paris, on voit les grandes marques investir les Jeux Olympiques dans des buts financiers et de visibilité. Vous avez par exemple Kodak en 1924 qui commence à distribuer des pellicules photos pour les Jeux Olympiques. Coca-Cola aussi dans les années 20 qui commence à investir les sites olympiques. Mais c'est surtout dans les années 80 que l'ère de l'argent rentre dans les Jeux Olympiques, avec notamment le mandat du président du CIO, Juan Antonio Samaranch, donc un espagnol, où là, progressivement, les références à l'amateurisme vont être retirées des règlements olympiques. Donc on connaît la suite avec les partenaires olympiques qui ont l'exclusivité sur le site olympique, donc une quinzaine de marques qui peuvent faire de la publicité et toucher des sommes astronomiques. Donc si à ça vous ajoutez la médiatisation progressive des JO et la spectacularisation, vous comprenez que derrière les Jeux Olympiques, il y a des enjeux économiques et politiques assez faramineux. Donc pour revenir à la question de départ, un nécessaire perfectionnement technique qui appelle aussi au spectacle et à l'argent. Pardon. Le sport a un fort pouvoir unificateur aussi, on le voit notamment au moment des Jeux Olympiques, avec les hymnes nationaux, les peuples qui soutiennent leurs champions, donc notamment à l'échelle nationale et internationale. Abdel, comment décririez-vous l'importance des compétitions sportives sur le plan politique, vous qui faites un peu partie de ce monde-là? Merci de la question. Alors, je fais un peu partie du monde politique, mais de la même manière que vous, parce que la politique, c'est s'occuper de la vie de la cité, en fait. Et d'ailleurs, je peux vous dire que le sport amène à tout, parce que moi, j'étais pas du tout dans le milieu politique. C'est plutôt le sport qui m'a emmené, la reconnaissance par le sport qui m'ont fait croiser mon maire, en l'occurrence, en fait. Mais pour la politique, en fait, je dirais que, très honnêtement, la compétition en soi, on n'est pas très adepte de la compétition dans le sens de la compétition sportive, dans le sens de ce qui nous intéresse, c'est la vie de la cité et du coup le sport en lui-même, en fait, par lui-même, la vie des associations, en fait, et d'occuper nos jeunes, nos moins jeunes, et puis d'entretenir en fait avec la dimension sport et santé, on en reparlera certainement tout à l'heure, mais c'est pas la dimension compétitive du sport qui, quelque part sur l'échelle d'un sportif, c'est une toute petite période, et d'ailleurs la preuve c'est que, souvent, les personnes qui misent tout sur la compétition, ils ne font pas sportif très longtemps parce que malheureusement, la vie faisant, on n'a pas encore lancé ça, docteur, en fait. Si, c'est le dopage, en fait, c'est ça, en fait. Ils ont inventé, mais on va l'oublier tout de suite, en fait. Mais la partie compétition sportive, c'est pas notre but numéro un, sauf à l'échelle des États, en fait. C'est-à-dire que quand on est à l'échelle de l'État, à l'échelle de l'image que ça renvoie, là sur l'image, là on est preneur parce que, pour citer par exemple Gérard Collomb, où il y a eu très souvent des polémiques sur la subvention que la ville de Lyon versait à l'Olympique Lyonnais en disant pourquoi vous versez de l'argent à l'Olympique Lyonnais, ils ont, je sais plus, Jean-Michel Aulas, 100 millions, un peu plus de 100 millions d'euros de budget en fait, et la réponse était toujours de dire mais s'il fallait que j'investisse autant que ce que l'Olympique Lyonnais rapporte en image à la ville de Lyon, ça me coûterait très très cher. Moi je vous avoue très honnêtement que j'étais contre cette idée pendant très longtemps, et il se trouve qu'une fois j'étais en voyage avec mon épouse, on était au Mexique, au fin fond du Mexique, et puis vous savez quand on se promène
comme dans bien beaucoup de villes, en fait, il y avait une boutique de sport avec des maillots, je vends des maillots de foot et des maillots du Barça et tout ça. Et la dame m'attrape dans la rue, en fait, et il m'explique avec un français parfait. Elle me dit, il faut m'acheter un maillot, tout ça. Je lui dis, mais écoutez, moi je vous achète un maillot que si vous connaissez l'Olympique Lyonnais. Et la dame, au fin fond du Mexique, elle me dit, oh, Olympique Lyonnais, yes, Juninho. Et là, elle me ramène un maillot de Juninho. Alors là, j'ai dit, bon, là, il a raison. C'est vrai que le sport sur l'image, c'est quelque chose. Hein. On voit aussi 2024 Paris, on est tous super fiers, super contents, mais finalement c'est l'image de la France à travers le sport. En fait. C'est dans ce sens-là. Après, sur les politiques de terrain, nous, ce qui nous intéresse et qui nous importe, c'est la pratique sportive, éducative et santé en fait. D'accord. Et du coup, Yacine, une opinion sur ce sujet-là? C'est clair que d'un point de vue historique, le sport est intimement lié à la politique et à la diplomatie, comme l'a très bien dit et illustré Adèle. C'est une arme de propagande et une vitrine aussi qui peut justifier des actions et des orientations. Si vous prenez les Jeux Olympiques de Berlin en 1936 pour exemple, vous voyez que là, les Jeux servent aussi à légitimer le pouvoir nazi et à montrer la puissance allemande. Si vous prenez le boycott des JO de Moscou en 1980, boycotter ces Jeux Olympiques, c'est aussi se positionner et revendiquer politiquement une position contre le soviétisme. Donc là, le sport est vraiment intimement politique. Dans une échelle un peu plus locale, pour un maire de la ville, par exemple, pour un ministre, c'est aussi une vitrine, comme le disait Adèle. Hein. Il y a une image derrière le sport. Par exemple, on peut très bien l'utiliser comme un outil d'intégration, d'éducation ou de santé. Donc Cher nous l'expliquait ce matin avec le sport santé et la tout forme. Donc je crois que ça se fait pas à Lyon, mais à Strasbourg, on développe le sport santé sur ordonnance où, avec une prescription d'un médecin, un patient ayant une pathologie identifiée peut se voir prescrire du sport et avoir un programme d'activité physique adapté. Donc ça se fait depuis longtemps, mais derrière les bienfaits sanitaires, il y a peut-être aussi des enjeux un peu plus cachés qui sont d'ordre politique et économique. Je vais juste ajouter une précision. Yacine m'a provoqué en disant qu'il n'était pas sûr qu'on fasse à Lyon, juste pour lui rappeler que l'activité physique adaptée a pris un essor très important à Lyon, en l'occurrence, et entre autres grâce à Thierry Philippe, qui est le maire du 3e, mais qui était aussi le patron de Lambert, en fait, et qui avait fait une entité qui s'appelle Cancer Environnement, où ils ont montré scientifiquement que le sport avait une incidence forte sur la santé, ça on savait, mais sur la guérison et sur la rechute aussi. Hein. Et puis pour revenir sur la politique, j'ai aussi, pendant que tu parlais, Yacine, quelque chose qui m'est revenu sur l'image, et puisque les populations mettent derrière le sport, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a retraversé l'esprit. On se rappelle pour les plus anciens d'entre nous, en fait, les petits jeunes, je suis désolé, mais en 1998, on a été champion du monde de foot, si on nous l'avait dit, on n'y aurait pas cru, mais il y a eu un match à Lyon, je ne sais pas si vous vous rappelez, le 21 juin, je crois que c'était le 21 juin, où l'Iran bat les États-Unis 2-1 de mémoire, ou 3-1, 2-1, enfin 2-1, enfin peu importe, en tout cas ils avaient gagné, et ça avait été, on avait l'impression que c'était la victoire, enfin ça a été la victoire d'un peuple contre ce que représentaient les États-Unis, alors qu'en fait c'était un match de foot qui a duré 90 minutes de poule, quoi. C'était pas... Un match de foot qui s'est retrouvé à représenter la lutte d'une partie du monde contre l'impérialisme américain finalement, quoi, en 90 minutes, d'accord. Si je peux juste préciser, parce que du coup on parlait du sport sur ordonnance. Alors le sport sur ordonnance, oui, Strasbourg effectivement, première ville en France, parce que le ministère leur avait demandé d'être la ville pilote de cette sport sur ordonnance. Depuis mars 2017, c'est dans la loi. Tous les médecins traitants peuvent prescrire du sport sur ordonnance à tous les patients qui souffrent d'affections de longue durée. Donc en fait, l'initiative strasbourgeoise qui en fait n'était autre chose que le ministère qui a dit bon allez à Strasbourg, il y a des choses, ça bouge, on va vous dire, vous allez être notre région pilote pour la prescription d'activité physique. Depuis plusieurs mois maintenant, normalement tous les médecins traitants peuvent prescrire du sport, de l'activité physique, excusez-moi, parce que pas du sport, de l'activité physique à leurs patients. Voilà. C'est de la compétition, ça? Eh bien, sans compétition, hein. Là moi je vous parle d'activité physique. C'est-à-dire que le but n'est pas d'emmener toutes les personnes qui souffrent de toutes les maladies à faire de la compétition. S'ils veulent le faire et s'ils veulent y aller, pourquoi pas. Mais déjà, si on arrive à faire pratiquer de l'activité physique aux gens et à lever les gens de leur canapé, on aura, je pense, gagné beaucoup. Parlons un peu psychologie à présent.
Virginie, vous qui les étudiez, et Sandrine, vous qui en êtes témoin par votre rôle à la jeunesse mordantaise, parlez-nous un peu des mécanismes intérieurs liés à la victoire, ou dit de manière plus triviale, qu'est-ce qui se passe en nous quand on gagne? Qu'est-ce qui fait qu'on a tant envie, et pourquoi certains plus que d'autres? Alors en fait, on est animé au quotidien par nourrir des besoins psychologiques, en particulier un des besoins c'est se sentir compétent, quel que soit le domaine d'accomplissement, scolaire, professionnel, familial, etc. Et donc quand on gagne, eh ben, ça alimente ce sentiment de compétence, et plus je me sens compétent, plus je me sens motivé, plus je me sens bien. Donc voilà ce que ça nourrit. Ça nourrit également une facette de moi-même dans le domaine scolaire, dans le domaine sportif, dans ma famille, dans ma capacité à avoir des amis, et ma capacité à respecter la règle et à vivre en société. Et donc ça nourrit quand même une partie intime intérieure de moi-même, et c'est un indicateur qui peut alimenter l'estime de soi ou le sentiment de compétence. Donc c'est la victoire qui peut le nourrir, mais il y a également le fait de progresser, et c'est là que c'est important en fait d'insister que, de toute façon, je ne vais pas revenir sur l'histoire du sport, je la connais, je l'ai vu rapidement dans mes études stats, mais il est clair que la victoire est quand même, ou même la compétition est l'essence un peu du sport malgré tout. Mais et comme c'est mis en valeur de manière, j'ai envie de dire, naturelle par le sport, c'est important d'insister sur se sentir compétent quand je progresse, quand j'apprends de nouvelles choses, quand je respecte un certain nombre de valeurs. Et ça, par contre, ce travail-là, ce développement des buts de maîtrise, en fait, qu'on appelle, c'est un long travail d'accompagnement pédagogique qui devrait être réalisé avec les jeunes. Et on pourrait avoir le même sentiment d'accomplissement sans compétition. Bien sûr, à partir du moment où on sent qu'on progresse et qu'on développe certaines habiletés, certaines compétences techniques, tactiques, physiques et même certaines habiletés mentales, hein, parce que le sport permet en tout cas de gérer ses émotions, de développer sa capacité à être organisé, à se fixer des objectifs, à mieux communiquer en équipe, à être cohésif, donc à comprendre l'autre. Je ne vais pas interagir de la même manière en fonction de mes coéquipiers, si tant est que j'ai cherché à les connaître et à savoir un peu ce qui les caractérise. Donc il est important d'insister sur le développement en fait du progrès, du désir d'apprendre et d'être meilleur techniquement, tactiquement certes, physiquement certes, mais aussi ce qu'on appelle psychologiquement ou mentalement pour développer des habiletés de vie qui nous aident au quotidien. Et vous, Sandrine, alors qu'est-ce que vous avez pu observer dans votre club du rapport à la victoire de vos pratiquants? Je dirais que c'est exactement ce qu'on vient de nous dire, c'est-à-dire qu'effectivement c'est la satisfaction d'avoir accompli ce pourquoi on nous a mis dans une situation de pouvoir réussir et de pouvoir aller au bout. Ça ne se fait pas tout seul, ça permet aussi de mettre en valeur le travail en équipe, qui je suis par rapport au groupe, qu'est-ce que je vaux, entre guillemets, ce n'est pas péjoratif, attention, par rapport à l'équipe. Qu'est-ce qui a fait que j'ai gagné, j'ai eu envie de gagner et j'ai la satisfaction d'avoir réussi et d'avoir gagné. Pour un sportif, quelle que soit l'activité pratiquée, c'est un travail personnel, mais c'est aussi un accompagnement d'équipe qui met aussi en valeur cette notion importante de solidarité, d'accompagnement. Mes coéquipiers sont là, je rate, mais c'est pas grave, l'équipe va continuer à me porter et ça peut me porter jusqu'à la victoire. Donc voilà, c'est ça qui est important au sein d'un club. Il ne faut pas individualiser la victoire ni la pratique, même si c'est un sport individuel pour certaines pratiques sportives. Il faut toujours garder à l'esprit aussi que c'est un travail d'équipe et complémentaire. Ce qui va nous amener à la question suivante. Vous n'êtes pas sans savoir que la FSCS place l'éducation, donc comme on vient de le dire, au cœur de son projet. Ma question suivante sera donc, à propos des enfants, que peut apporter la compétition dans leur construction, Virginie? En fait, comme ça me permet du coup de rebondir par rapport à ta question, ce qu'elle a dit, c'est s'intéresser au processus en fait, qui nous amène à la victoire, tous les moyens qui ont été mis en place pour atteindre cette échéance, qu'elle soit positive ou négative, mais quoi qu'il en soit, la compétition nous permet le dépassement de soi, des fois de tester ses limites,
Pour ma part, quand je pratique, je fais toujours plus d'efforts quand je suis en club que quand on va faire un footing tout seul. Donc il est clair que la compétition nous engage à tester nos limites, à voir d'ailleurs si on peut progresser davantage, parce que s'il y a meilleur que soi, c'est que c'est tester un peu ses compétences, et aussi des fois faire face à nos frustrations, et ce qui nous permet quoi qu'il en soit, de mieux se connaître, de mieux se comprendre, et en tout cas ça participe. C'est un média qui participe au développement de l'enfant. Après, il faut qu'il soit bien accompagné, bien interprété par l'éducateur, et là le rôle médiateur de l'éducateur ou de l'entraîneur, il est primordial, parce que l'enfant n'a pas la maturation cognitive pour interpréter une victoire et une défaite, ou pour interpréter la compétition, ou ce qui est en jeu dans une compétition. Donc l'aspect éducatif est primordial. Dans le rapport à l'échec. Le rapport à l'échec, et puis aussi les valeurs qui sont sous-jacentes au sport, elles sont pas tout le temps par essence naturelles, en fait. C'est pour ça qu'il faut les valoriser et en parler, et ça participe du coup à qui je suis en tant que jeune sportif, pourquoi je pratique et qu'est-ce que je recherche. Et ça, l'enfant, il n'a pas la maturation cognitive pour dire ah oui, c'est vrai que cette défaite, elle va me permettre de comprendre qu'il faut que je travaille davantage, ou finalement j'accepte qu'ils sont meilleurs, que j'ai bien travaillé, les autres ont été bien meilleurs que moi, et il n'y a pas forcément besoin de se remettre en question. Mais ça, c'est tout le rôle d'accompagnateur, d'accompagnatrice que peut faire l'intervenant, l'entraîneur. Il faut qu'il soit outillé à transmettre qu'il faut qu'il ait des outils pour transmettre et accompagner les jeunes sportifs. Donc on peut après se re-questionner sur la formation initiale ou continue des enseignants ou des entraîneurs, mais est-ce qu'ils ont les outils ou pas pour tout temps ou toujours pour mettre en valeur le processus qui se passe lors de la compétition, quelle que soit la victoire ou la défaite. En tout cas, oui, l'importance primordiale de l'encadrement et de l'accompagnement. Passons de l'esprit au corps pour nous intéresser un peu aux interactions entre compétition et santé. Intuitivement, on a tendance à penser qu'une pratique intensive d'un sport peut avoir des effets néfastes sur la santé. La gymnastique à très haut niveau perturberait la croissance, les chocs répétés au rugby pourraient avoir des conséquences sur le cerveau des joueurs. Alors, est-ce que ça relève de la légende urbaine, ou bien est-ce que la compétition est vraiment un facteur de blessure et plus largement de problèmes physiques? La compétition, on va dire, à haut niveau. Alors, si on parle effectivement du sport à haut niveau, je ne vais pas vous faire de dessin, je pense que vous avez tous des sportifs qui pratiquent de façon intense, et on sait que effectivement faire de l'activité physique de façon intense devient à un moment mauvais pour la santé. Alors attention, parce que quand on dit ça, justement, les gens se servent de ça pour dire du coup moi je fais pas de sport, comme ça j'ai pas d'effet sur ma santé. Faut bien être conscient que quand on fait pas d'activité physique, on a effectivement des mauvais effets sur la santé qui vont être tous les problèmes cardiovasculaires et tout ça, les problèmes de cancer. Quand on fait de l'activité physique de façon adaptée, là effectivement il y a des vrais bénéfices pour la santé. Je ne vais pas tous vous les décrire parce qu'il nous faudrait un colloque complet pour pouvoir parler des bienfaits de la pratique de l'activité physique. On sait effectivement que quand on se met à pratiquer des activités de façon trop intense, effectivement la courbe à nouveau s'inverse, et finalement les bienfaits de la pratique d'activité physique pour la santé, c'est une courbe en U. Et effectivement, quand on arrive à une pratique trop intense, alors attention, quand je vous dis une pratique trop intense, dans les dernières études, on arrivait à 10 fois les recommandations de pratique d'activité physique. Donc les recommandations, c'est 30 minutes par jour, donc à 10 fois, on serait à quasiment plusieurs heures de sport par jour. Et on a des effets effectivement un peu néfastes qui apparaissent. C'est-à-dire que quand on dit pratique intense, il faudrait pratiquer plus de 6 à 8 heures d'activité physique par jour pour réellement voir apparaître des effets très négatifs sur la santé, et notamment pour la santé cardiaque. Là, ce qu'on est en train de montrer, c'est qu'effectivement, trop d'activité physique, au bout d'un moment, met quand même le cœur et la respiration à rude épreuve, et du coup pourrait avoir des effets mauvais pour la santé. Quoi qu'il en soit, pratique en compétition ou pas pratique en compétition, il y a plein d'études épidémiologiques. Chaque fédération a listé un petit peu qu'est-ce qui arrive à leurs sportifs quand ils font de la compétition. Je pense que c'est surtout la pratique intense et surtout la mauvaise pratique intense qui va induire des blessures. Parce que là, on est tous... ça me paraît, moi, très logique, c'est-à-dire que le sportif qui s'entraîne de façon intense et qui ne va pas respecter des temps de repos, des temps de récupération, effectivement, il va rentrer dans un processus que nous, on appelle très scientifiquement le surentraînement, mais qui n'est rien d'autre, un espèce de processus où si vous pratiquez une activité physique, que vous ne laissez pas au corps le temps de récupérer, et que vous continuez à pratiquer de l'activité physique sur ça, au bout d'un moment, vous arrivez dans un processus de fatigue assez intense, et là, effectivement, c'est l'arrivée des blessures. Donc, le sport, je dirais même assez intense, bien pratiqué, et pratiqué, on va dire, de façon réfléchie et bien encadrée,
par des médecins, des diététiciens, des psychologues du sport, des coachs sportifs, des kinésithérapeutes, des ostéopathes, enfin, tout ce monde-là qui va graviter autour du sportif, et bien entendu des entraîneurs et des éducateurs qui sont formés à la pratique du sport intense. Là, on réduit nettement les risques. Du coup, dans le sport de haut niveau, et ben finalement, on a tendance à dire qu'il y a peut-être moins de blessures parce que ces sportifs de haut niveau, ils sont encadrés. Ils sont hyper encadrés, ils sont encadrés par des équipes techniques pointues, des équipes médicales pointues, et du coup, ils se blessent, mais la blessure va être mieux prise en charge. Et du coup, quand on va regarder dans le sport de compétition amateur, si je peux dire, hein, pas les professionnels, pas les hauts niveaux, là, effectivement, on a tout un panel de complications, de pathologies, donc toutes ces blessures de surcharge, hein, donc chez les adultes, les tendinites, les problèmes de déchirure musculaire, tout ça parce que y a pas d'échauffement comme il faut, il n'y a pas d'étirement, il n'y a pas de récupération, donc forcément le corps il s'use. Chez les enfants, toutes ces pathologies de croissance qui sont rien d'autre que des pathologies de surcharge. Si vous avez un enfant qui commence à se plaindre de douleurs au niveau des articulations, il faut savoir l'écouter, et il faut savoir aussi qu'effectivement un enfant peut avoir d'authentiques douleurs qui sont des douleurs, ne pas tout le temps tout mettre sur le dos de la croissance. D'accord ? La croissance n'est pas censée faire mal. Dire on a tous grandi, moi personnellement je ne me souviens pas avoir eu des douleurs quand je grandissais, et souvent la douleur de croissance, il faut l'écouter. L'enfant qui commence à vous dire qu'il a mal, et d'autant plus l'enfant qui aime le sport et qui va au sport, on va dire parce que ça lui fait plaisir et non pas parce que c'est ses parents qui lui ont dit tiens ce serait bien que tu ailles faire de la gym, l'enfant qui va vraiment faire de son activité physique parce qu'il a envie et qui commence à se plaindre, à avoir des douleurs et à dire que ça le gêne, il faut l'écouter. Et on a d'authentiques pathologies avec des séquelles à l'âge adulte parce que ces enfants-là, on continue à les entraîner parce que personne ne se pose trop la question, on dit ils grandissent, c'est normal. Donc il y a des choses comme ça, mais finalement ça reste des choses de bonne logique, je dirais, la plupart du temps. Et après, forcément, on sait que le surentraînement, la pratique intensive, ça entraîne des dérives. Le dopage, alors je ne vais pas vous parler de dopage parce que ça aussi je pourrais vous en parler pendant des heures, mais sans compétition, sans cette notion de performance, pas de dopage. Clairement, de toute façon, le dopage c'est le sportif aux yeux de la loi, c'est quelqu'un qui fait de la compétition. Et finalement, si on ne poussait pas tout le temps les gens dans leur retranchement à vouloir qu'ils soient toujours plus forts, plus vite, plus rapides, plus tout ce que vous voulez, il n'y aurait peut-être pas forcément de dopage. Donc le dopage, on sait que c'est lié de toute façon à des pratiques intenses. Et après, quand même, on sait aussi que les pratiques intenses et intensives vont induire plein de pathologies. Vous avez tous ces troubles des conduites alimentaires qu'on va voir chez les sportifs et les sportives, parce qu'on leur demande d'être dans la bonne catégorie de poids, on leur demande d'être au physique, d'avoir un poids idéal. Les gymnastes, les jeunes filles qui font de la GRS, mais on a même des choses auxquelles on ne va pas penser, les volleyeuses qui font du beach volley, que vous voyez en espèce de bikini quand elles font leur tournoi de beach volley. Et ça c'est des standards aussi de physique qu'on va imposer maintenant à nos jeunes qui font du sport et qui du coup entraînent aussi des dérives avec des jeunes qui ont d'authentiques troubles des conduites alimentaires. Donc on sait que faire du sport de façon intense peut avoir des conséquences. Après, est-ce qu'il y a plus de blessures en compétition ou en dehors des compétitions? Ça reste très compliqué. On n'a pas d'études épidémiologiques très strictes qui nous permettent de faire la différence. Ce qu'on aurait tendance à dire, c'est qu'effectivement, et comme tout le monde l'a dit ici depuis le début, quand on est en compétition, il y a cette notion quand même de dépassement de soi, d'agressivité, on va dire, envers l'équipe adverse qui va faire qu'effectivement, on va avoir envie d'aller plus loin. Et que dans certains sports, et notamment les sports collectifs ou les sports de combat, on aurait tendance à dire qu'en compétition, et oui, on risque d'avoir plus de blessures. Ce qu'on retient au final, la mesure et le bon sens. Mais moi je vais pousser quand même un peu la performance. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite performer en compétition? Y a-t-il une manière de s'alimenter, un régime de champion, des pratiques conseillées, la méditation, la sieste? Alors oui, non, hors dopage bien sûr. Alors j'ai pas de régime miraculeux, je pense que personne ne l'a. Nous, ce qu'on a tendance à dire dans le monde médical, et je pense que beaucoup de personnes nous rejoignent sur ça, c'est que effectivement, si on veut être performant, la base, ça paraît être l'entraînement. C'est-à-dire que si vous vous entraînez pas, c'est sûr que vous n'arriverez pas à être performant. Donc un bon entraînement, des techniques d'entraînement, alors avec des techniques d'entraînement qui évoluent au cours de l'histoire, ça ne veut pas vous retracer non plus l'histoire de l'entraînement, mais on voit vraiment des choses qui évoluent avec des entraînements de plus en plus performants, du renforcement musculaire, enfin plein de choses qui viennent s'ajouter à l'entraînement. Et je pense que ce qui est important, c'est de ne pas faire d'entraînement que dans sa discipline. C'est-à-dire que quand je dis ça, c'est qu'on voit de plus en plus tout ce qui est préparation physique, plein d'entraînements qui s'ajoutent, de cardiologie, de choses comme ça, parce que le sportif, il faut quand même qu'il ait un développement complet et global, ça on commence à le comprendre de plus en plus.
On prend par exemple les sports qui sont très asymétriques comme le tennis. On a tendance maintenant à faire en sorte que le tennisman qui est droitier, eh ben, on l'entraîne aussi sur son bras gauche pour éviter tous ces déséquilibres. Donc il faut un entraînement, une fois de plus, un entraînement qui paraît logique et s'intéresser à tous les groupes musculaires qui en fait sont importants. Au-delà de l'entraînement, pour moi c'est fondamental, hein, c'est l'hygiène de vie. C'est-à-dire que vous aurez beau essayer d'être performant, mais si vous dormez pas, que vous mangez n'importe comment et que vous respectez pas les rythmes un peu biologiques naturels, vous y arriverez jamais. Là, vous allez vraiment pousser votre corps dans des retranchements. Donc, bien sûr que l'hygiène de vie de base, hein, un bon sommeil, une alimentation, l'hydratation qu'on a aussi tendance à oublier, tout ça, hein, c'est un peu des piliers de la performance. Si vous vous entraînez très bien, mais que vous oubliez de dormir, à un moment, quand vous allez arriver en compétition, ça va être compliqué. Donc, le sommeil, c'est important. C'est important pour tout le monde, de toute façon, le sommeil. Pour les enfants, encore plus important, il faut savoir que dans les phases de sommeil, on synthétise certaines hormones, et notamment l'hormone de croissance. Donc là, ce dont on se rend compte, hein, c'est que les enfants qui ne dorment pas assez ont des petites tailles et ne grandissent pas, parce qu'en fait, on a des sécrétions hormonales qui sont cycliques, et il faut dormir pour avoir certaines sécrétions hormonales. Donc c'est très important d'avoir un sommeil régulier. Et puis, forcément, l'alimentation, on pense que c'est la base de tout. Enfin, on n'a jamais vu des sportifs réussir à être performants sans dormir. Donc il y a quand même ces choses-là qui me paraissent, moi, essentielles. Après, la méditation, le coaching sportif, la préparation mentale, tout ça, je dirais que c'est un peu, chaque sportif fait comme il veut et comme il peut. Et avec déjà ce qu'on peut lui proposer. Si ça fonctionne, voilà, il n'y a rien, je pense que le régime miracle n'existe pas. Je pense que chaque sportif va aussi adapter sa diététique à son entraînement. C'est des choses assez complexes. Mais voilà, je pense que ça reste des choses, une fois de plus, de bonne logique. Ouais, pour tout le monde, une bonne hygiène de vie, et pour ceux qui veulent, de la méditation. Voilà. Et la sieste. On va parler un peu pratique. À la FSCF, donc la pratique loisir côtoie la pratique compétitive, et l'équilibre entre les deux est quelque chose auquel nous réfléchissons beaucoup. Mais en réalité, la compétition est-elle dissociable de la pratique sportive? Par exemple, lorsque des pratiquants loisirs s'affrontent à l'entraînement, n'y a-t-il pas une forme de compétition, même si elle n'est pas officielle? Je vais me tourner vers Abdel. Si, c'est un peu ce que je disais au départ. Bien sûr qu'il y a une forme de compétition en interne dans le club. Pour moi, l'avantage numéro un, et là, je suis aussi un petit peu 2 soirs par semaine entraîneur, donc j'ai aussi en karaté, en fait, mais je suis un peu VRP multicarte, en fait. Mais j'ai rien d'avantage, je vous rassure. Mais l'avantage, quand on va avoir surtout des enfants ou des jeunes adultes et qu'on se dit tiens, ce serait bien que tu aies fait un peu de compétition, que tu aies voir un peu ce qui se passe en dehors du club. Bon, ils disent mais non, pourquoi j'irai faire la compétition, ou les parents disent mais qu'est-ce que ça va lui apporter? Moi, ce que je donne souvent, ce que je leur réponds souvent, c'est comme une école, c'est comme la vie en fait, c'est de sortir sa zone de confort. Parce que quand on est au club, on est dans sa zone de confort. Après, on sait tous, hein, on connaît à peu près, alors sauf que moi je suis dans le sport de combat, mais on connaît à peu près les copains et les copines du club, on sait comment ils travaillent, on sait leurs points forts, leurs points faibles, et c'est comme c'est comme si on restait, enfin, maintenant, à l'époque actuelle, il n'y a pas grand monde qui va rester 50 ans de travail dans la même entreprise, au même poste, quoi. Il y en a toujours, peut-être, mais si on ne les emmène pas en compétition, voir un peu ce qui se passe à l'extérieur, ils restent dans leur zone de confort, en fait. Et moi, alors je les pousse sans excès, j'ai été très surpris par les statistiques là, que vous avez fait passer à la FSCF, où vous avez plus de 90% de vos jeunes qui vont pratiquer la compétition, donc c'est loin d'être le cas, en fait, dans nos pratiques à nous. Mais pour moi, l'avantage numéro un de la compétition, c'est bien sûr se dépasser, parce il n'y a qu'à voir les sportifs de haut niveau, hein, quand ils font des records, c'est toujours lors des grosses compétitions que les records tombent, et l'idée c'est vraiment de sortir de sa zone de confort, en fait. Nous arrivons donc au terme de cette conférence, et on vous a gardé une question particulièrement épineuse pour la fin. On va terminer avec une considération éthique et morale de la compétition. C'est une question que doivent se poser beaucoup d'entraîneurs qui emmènent des enfants en compétition. Quelles limites faut-il se fixer pour que l'enjeu ne dépasse pas le jeu, et que la pression de la compétition ne supplante pas le plaisir de se mesurer aux autres? Et ces limites existent-elles seulement? On va commencer par Virginie. Déjà, ce qui est intéressant, c'est déjà de parler de l'enjeu, parce qu'il est là l'enjeu. Donc d'habitude, on dit c'est une compétition importante, mais
c'est intéressant d'en discuter avec ces jeunes et entre entraîneurs du pourquoi elle est importante, pour qui, qu'est-ce que ça implique. Est-ce que ça implique une grande visibilité du club? Est-ce que ça te permet de te qualifier pour quelque chose? Est-ce que ça permet de montrer qu'on est meilleur? Donc il faut en parler de l'enjeu, je pense, c'est important. C'est pas tabou, même si ça génère de l'anxiété, parce que et après, une fois qu'on a parlé de l'enjeu, il faut se questionner sur les moyens qu'on va mettre en place pour répondre de manière efficace à cette compétition. Et justement, quand on se prépare à une compétition, il faut arrêter de réfléchir et de penser tout le temps à l'enjeu, parce que ça va faire que générer de l'anxiété. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de compétition, mais Abdel parlait de sortir de sa zone de confort. La compétition, en fait, ça nous amène à gérer nos émotions dans un autre environnement. Et mieux je suis capable de gérer les émotions, et plus je vais être efficace. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ça sert dans le sport, mais ça peut aussi servir dans la vie de tous les jours, quand on est amené à avoir un examen, un oral, etc. Donc finalement, il faut discuter de l'enjeu et avec ces jeunes. Au moins, on sait qu'est-ce que ça peut conditionner cette victoire, mais pas au détriment de certaines valeurs qu'on a travaillées, qu'on a véhiculées, qu'on a transmises à nos jeunes. Et si à un moment donné, ces valeurs ne sont plus validées, il faut qu'on se ressente vers ce qu'on a à faire et puis le pourquoi, qu'est-ce qui nous invite à nous engager dans la compétition. Donc c'est pas au prix et au détriment des valeurs qu'on a clairement identifiées, soit en tant qu'entraîneur. Souvent, je dis aux entraîneurs, aux intervenants, aux étudiants, aux STAPS, quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui vous anime? Pour vous, le respect, c'est quoi? Mais il faut également que vous le définissiez avec vos jeunes, parce que j'imagine que la concentration, le respect, les émotions, vous avez une définition, j'ai une définition, il faut qu'on s'accorde. Si on va travailler ensemble et s'entraîner 2 fois par semaine, et 1 fois par semaine faire de la compétition, il faut qu'on s'accorde sur ces choses-là. Donc c'est travailler sur un certain nombre de valeurs qui sont importantes, mais pas au prix de l'enjeu et de la médaille. Sandrine? Ben, je rejoins tout à fait ce que dit Virginie, que ce soit un discours chrétien ou non, ce sont les mêmes valeurs. Effectivement, l'enjeu est important. Le rôle du coach pour définir l'enjeu est important. Donc, dans un esprit chrétien, ben, là aussi, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut définir cet enjeu en veillant au respect, les notions de loyauté, de ne pas tricher. Toutes ces notions-là qui sont importantes, alors encore une fois, que ce soit sur un domaine chrétien ou non, c'est important de bien les définir. La façon de faire passer ce message aussi est important. Je dirais que, en tant que chrétien, on se doit d'être en accord avec ces valeurs-là, avec ce que l'on a envie de transmettre. En ce qui me concerne, en tant que sportive et chrétienne, j'essaye d'être en accord avec ces valeurs-là et de transmettre aux gymnastes ces mêmes valeurs, en prenant soin de toujours mettre l'accès sur le point important sur le respect de l'autre et de... Dans l'évangile, le Christ nous dit aime ton prochain comme toi-même. Voilà. Et bien, pour moi, le message avec les jeunes de mon club, avec les jeunes que je rencontre ailleurs, c'est j'aime mon adversaire comme moi-même. Et donc, je ne vais pas aller sur un gymnase avec un regard méprisant, hautain ou quel que soit le regard négatif que je vais porter sur lui. Voilà, pour moi, je pense que c'est ça qui doit être important et mis en valeur dans ma mission de chrétienne. Voilà, donc c'est un petit peu la conclusion par rapport à cette question. Merci, Sandrine. Abdel, un petit mot pour finir sur ça aussi. Je rejoindrai ce que disait Sandrine, c'est que du coup, on leur apprend de respecter, le respect de l'adversaire, c'est sa valeur numéro 1. S'il n'a pas d'adversaire, il n'y a pas de compétition en fait. Et puis, de leur apprendre ça aussi, c'est que je leur dis souvent, la médaille, c'est la cerise sur le gâteau. Donc, vous n'allez pas en compétition pour gagner une médaille, vous allez en compétition pour vous dépasser, donner le meilleur de vous-même. Si vous avez une médaille, eh ben tant mieux. Sandra? Moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient de dire sur effectivement la notion de respect de l'autre, de respect de l'adversaire. Moi, je rajouterais que je pense qu'il y a aussi le respect de soi-même. C'est-à-dire que, effectivement, je vais en compétition, je vais donc affronter quelqu'un, donc j'ai un adversaire, il faut que je le respecte.
Je pense que pour moi, si on veut que la pratique reste bonne, il faut aussi se respecter soi-même. Il faut respecter son corps, il faut respecter aussi son mental. Donc c'est ça, hein, ne pas aller faire une compétition si c'est contre nos valeurs, parce que, je sais pas, on n'a pas envie de faire cette compétition, des choses comme ça, mais aussi c'est respecter son corps, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut apprendre à se connaître, il faut s'écouter. Et pour moi, les risques arrivent quand finalement il n'y a plus de respect. Plus de respect de l'autre, parce que là, effectivement, c'est plus des compétitions, c'est des combats. Enfin, on n'est plus vraiment dans ces valeurs-là qu'on aimerait bien que le sport véhicule et que le sport véhicule tout le temps. Mais je pense qu'il y a aussi une notion de respect de soi-même et de savoir et de se connaître suffisamment bien. Je vous prendrai juste un exemple que vous avez tous vu aux Jeux de Rio. Notre gymnaste français qui se fait une fracture monstrueuse. Et en fait, quand on discute avec lui, il vous dit « mais en fait, j'aurais pas dû faire ça ». C'est-à-dire que cette figure, je ne la maîtrisais pas suffisamment, et c'est tout l'enjeu de la compétition qui fait que là, je me lance sur quelque chose, alors qu'en fait, j'avais un gros risque, et le risque, il le connaissait, il savait qu'il avait un risque, effectivement, de se blesser. Donc voilà, là je pense que c'est typiquement l'image de l'enjeu qui dépasse ce qu'on peut faire, et je pense que si on se respecte, et si on se respecte soi-même, on peut éviter un certain nombre de choses, et on va éviter un certain nombre de dérives. Et le dopage, c'est un peu pareil. Pour moi, le dopage, c'est on ne respecte plus son corps quand on arrive à consommer des molécules en sachant tous les méfaits que ça peut avoir sur le corps. Et là, c'est vraiment le sportif qui n'a plus qu'un seul objectif, qui est la compétition. Et moi, quand j'entends des sportifs qui me répondent, mais de toute façon, j'en vois des sportifs qui ont des méfaits du dopage et qui me répondent, mais voilà, moi, finalement, le but dans ma vie, c'était de monter sur la première marche du podium. J'ai consommé des substances dopantes qui ont eu des effets néfastes sur ma santé. Actuellement, je suis malade à cause de ça. Mais peu importe, parce que mon objectif, c'était d'avoir ma médaille, et ma médaille, je l'ai eue. Et moi, ça, pour moi, c'est des choses qui sont difficiles à entendre, mais je pense que derrière tout ça, il y a un sportif qui n'est pas suffisamment bien encadré. Parce que s'il a... Alors, on parle des entraîneurs, mais je pense que le rôle des parents est aussi très important. Et du coup, quelles valeurs on a véhiculées à ce sportif? Après, effectivement, si c'était ses valeurs à lui... on peut respecter aussi ces valeurs-là, mais se respecter soi-même et respecter les autres, a priori, on arriverait à véhiculer, mais c'est vrai que je pense que l'enjeu financier actuel dans le sport a tendance à quand même beaucoup dégrader l'image et les valeurs qu'on aimerait que le sport véhicule. Et on va finir avec Yacine. Alors la question est compliquée et beaucoup de choses ont été dites. Mais je pense que dans la mesure du possible, il faut savoir gérer à la fois pour le pratiquant et pour l'entraîneur le couple risque-sécurité, dans le sens où on voit que dans les compétitions, comme le disait Sandra, ce couple est un peu déséquilibré au profit du risque, mais il faut savoir garder un équilibre entre les deux pôles pour éviter de mettre son organisme en danger et pour se procurer aussi un maximum de plaisir. Le plaisir que ce soit en compétition, dans l'accomplissement du beau geste, ou dans la poursuite du record. Ensuite, et finalement, je pense que la répression et la punition des comportements un peu déviants ne sert à rien si elles ne sont pas accompagnées de dispositifs d'éducation, donc d'éducation par exemple à l'école ou alors aussi dans vos fédérations. Si on punit tous les sportifs déviants sans leur faire une éducation ou une sensibilisation au danger du dopage, au danger de la tricherie, de la corruption, c'est un peu un vœu pieux. Merci beaucoup. Donc on en a fini avec mes questions. On va passer à vos questions. Merci. Il y a une question que je veux vous poser. C'est que dans tous vos exposés, qui étaient très très haut niveau, vous n'avez pas tenu du vecteur important qu'est le vecteur média. Lorsque, et ça sert d'exemple, lorsque vous voyez au cours d'un match, mettons de football, qu'un joueur fait une faute que l'arbitre ne voit pas, le commentateur dit « Ah, c'est un pro. Il a triché sans être vu, c'est un pro. » Allez le dimanche sur les bords de terrain de football et vous allez entendre hurler et haranguer les parents. C'est une horreur. N'est-ce pas On parlait de ça avec Abel justement en venant, peut-être que... Ma question, l'importance des médias. Il est clair qu'on a des modèles
les médias, on parlait de la famille, c'est vrai qu'on n'a pas parlé finalement beaucoup des parents. En clair, Ils ont un moi, rôle primordial. en clair, avec le foot, moi j'en ai marre. Mais malgré tout, le sport, la compétition, des fois c'est accepter l'injustice, hein, des fois des décisions arbitrales et gérer ses émotions et ses frustrations par rapport à ça. Dans la vie aussi, il faut gérer ses injustices. Donc voilà, en tout cas, je pense que de mettre en mots et de discuter avec les jeunes, en particulier les jeunes footballeurs, quand on parlait de développement des valeurs, il est d'autant peut-être plus important parce que le modèle de haut niveau, parce que le football, après bon, faut pas non plus être trop franco-français dans le sens où on a toujours tendance à voir ce qui va pas, mais il y a aussi des choses qui vont, malgré tout. Mais voilà, en tout cas, nos modèles sont pas toujours exemplaires, malheureusement, en particulier dans le Oui, tout à fait, et malheureusement, il n'y a pas que le foot, hein. On en parlait avec Adrien en montant. Hein. Alors, c'est le hasard, je crois que Dominique m'a jamais vu autrement. J'ai aussi d'autres tenues chez moi, Dominique, mais je crois que Dominique, j'ai jamais mis les pieds à l'élan de Lyon sans être un jour de compétition. Je suis arbitre, mais c'est ma tenue d'arbitre en fait. J'étais à la maison du dos ce matin, mais j'ai expliqué à Adrien, même moi qui suis dans les sports, dans les arts martiaux où on se prétend un sport noble ou personne, si vous veniez à une compétition, mais vous sauriez, c'est comme sur les terrains de football en fait. Maintenant on a 2 vigiles pour tenir les parents qui veulent vivre au travers de leurs enfants ce qu'eux n'ont pas réussi 30 ans avant. Quoi, en fait. Ça c'est clair. Après sur les médias, je pense que les médias ils commencent un petit peu à faire attention en fait maintenant et à moins mettre en avant des mauvais comportements, y compris des footballeurs en fait. Hein. Je pense que les médias en font. Ouais, la Fédé essaie de changer, en tout cas ouais, les Fédés essaient. Yacine, vous voulez aussi réagir? Ouais, je voulais réagir un peu dans le sens d'Abdel. C'est vrai que le foot passe un peu pour la mauvaise pratique par excellence du sport en France en tout cas. Je pense que c'est une représentation un peu négative parce que, comme le disait Abdel, on retrouve dans tous les sports, que ce soit au basket ou au rugby. Et en France, en tout cas, il y a beaucoup de mépris pour le foot, alors que c'est une activité qui est aussi éducative que le basket ou le rugby ou que la gymnastique. Et ça tient aussi au fait que le foot est un sport beaucoup plus médiatisé et beaucoup plus pratiqué, donc il est beaucoup plus visible que d'autres sports où finalement ces tricheries sont d'une manière invisibilisée ou pas vues, mais elles existent quand même. Donc je pense que le foot a mauvaise presse, mais ça reste. C'est un sport populaire, est-ce qu'il y a un peu un mépris de classe aussi? Bah, il y a clairement un mépris de classe. Hein. On voit très bien que les élites sociales aiment bien se moquer du foot, se moquer de ces footballeurs de quartier qui ne maîtrisent pas un savoir-lire. Donc il y a clairement un mépris social, générationnel et de race aussi, il faut le dire. Hein. Pour par exemple l'affaire Benzema, il n'y a peut-être pas qu'une affaire juridique derrière les propos de Benzema et derrière la justice. Donc il y a du mépris, ça c'est clair. Donc il y a des comportements, des mauvais comportements et aussi après un jugement qui est plus rude envers le football, envers d'autres sports. Une question? Oui, Françoise? Oui, tout d'abord, merci à vous tous, parce que c'était vraiment très intéressant. Et j'aurais 1000 questions à poser, mais je vais en poser une à Abdel. Tout à l'heure, quand vous avez parlé de la politique et du sport. Donc effectivement, j'ai bien entendu que pour les politiques, c'était surtout le bienfait du sport, l'hygiène, la santé, etc. Malheureusement, on se rend compte que dans la vraie vie, nos associations, eh bien, elles ont besoin de résultats pour avoir des pépettes. Et voilà. Et du coup, nous, on s'attelle dans nos compétitions à créer des petits championnats de tous les niveaux, comme ça, tout le monde est champion et tout le monde aura un petit peu de sous. Voilà. C'est la première question au niveau des politiques. La deuxième question au niveau des politiques, et ça, je sais que c'est aussi une question de finance, mais par exemple, nous sommes la Fédération sportive et culturelle de France. Et dans beaucoup de villes, de villages, etc., eh bien, on veut nous faire disparaître au profit des fédérations délégataires. Et ça, c'est vraiment sport, politique, compétition. Voilà. Je vais juste, oui, c'est parce que c'est dans le même sens. Donc, avec ma casquette de représentant de la fédération, j'ai beaucoup aimé effectivement toutes les interventions. Je m'associe aux remerciements parce que c'était un niveau très intéressant. Vous avez parlé effectivement de l'intérêt pour les associations de quartier, etc. Malheureusement, et je rebondis complètement, on a évoqué rapidement Paris 2024. Tout le monde doit peut-être s'en réjouir. Nous, on a un peu l'impression quand même à la fédération que l'argent qui va être mobilisé sur le sport d'ici 2024, il va aller aux fédérations délégataires et à celles surtout
qui sont olympiques, qui vont éventuellement nous ramener des médailles. À titre d'exemple, et c'est pas Annie qui me démentira ici, la Fédération sportive et culturelle de France, comme d'autres, comme toutes, je crois, les fédérations affinitaires, ont perdu des postes de conseillers techniques nationaux. Nous, en l'occurrence, on ne nous a pas remplacé un départ en retraite. On est assez inquiet. Alors, je comprends que votre discours n'est pas du tout tant mieux. Apparemment, dans le 3e arrondissement de Lyon, ça se passe différemment, peut-être d'ailleurs. Mais c'est assez important de... Qu'est-ce que c'est que cette attaque directe? Je veux bien supporter toutes les attaques, mais alors il n'y a pas de club FSF, on a un de nos plus gros clubs de gym. Vous avez monsieur Hérissette qui est juste derrière vous, il va prendre votre adresse. Non, mais je vous rejoins en fait. Pendant très longtemps, les subventions étaient exclusivement basées sur le niveau sportif des associations. Et ça, c'est quelque chose que depuis Thierry Braillard, qui était l'adjoint au sport de Gérard Collomb sur l'ancien mandat, avait commencé à initier. Et Yann Pucherin, alors tous les gymnases de la salle connaissent, en fait, a essayé d'inverser complètement la vapeur. Mais c'est très compliqué de changer de paradigme, en fait, dans nos sociétés, parce que vous savez comment ça, à partir du moment où on a des clubs de basket, un club de basket, c'est par exemple du 6e, là, qui a joué à un très haut niveau à un moment, quand vous lui expliquez que sa subvention qu'il a de 40 ou de 50 000 euros, par exemple, qui est au regard du niveau qu'il avait avant, ben, il va peut-être falloir qu'il rende un petit peu, parce que les autres associations, ils ont aussi besoin d'argent, et il n'y a aucune raison que lui, il les donne 3 fois plus que les autres. C'est la croix et la bannière. Donc on y va, nous, on y va là-dessus, sur la ville de Lyon, hein, pas que dans le 3e, sur la ville de Lyon, mais on est obligé d'y aller par petit bout, en fait, parce que c'est compliqué, mais les critères, moi je fais partie de l'Office des sports de Lyon, les critères numéro 1, en fait, c'est le nombre d'adhérents. C'est le nombre d'adhérents. C'est plus que... Parce que, très honnêtement, c'est pas des médailles. Moi, j'en ai souvent, j'ai souvent des clubs, mais on a un champion de France. Je dis, mais moi, je m'en fous quand vous avez un champion de France. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez du monde et que vous occupiez des jeunes et que vous fassiez vivre le quartier, en fait. C'est pas que vous ayez un champion de France, hein. Ça veut dire, on peut dire peut-être que ça peut amener... c'est moi. Est-ce que ça... C'était une loi divine. Est-ce que ça risque pas de créer un autre phénomène pervers? À ce moment-là, il y a des phénomènes pervers partout. Je veux dire, est-ce que ça risque pas de créer une espèce de club usine, de gigantesque club qui essaie d'avoir le plus d'adhérents possible pour avoir des subventions? Enfin, c'est le même principe en fait. Il y a des effets pervers partout, quoi. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut pas avoir qu'un critère, mais une multitude de critères en fait. Est-ce qu'ils s'intègrent à la vie de quartier? Est-ce qu'ils sont présents sur la vie de l'arrondissement? Est-ce qu'ils ont des résultats? Est-ce qu'ils ont du monde? Est-ce que on regarde aussi la répartition? Parce que si on a 5 clubs par exemple, je sais que vous avez du futsal. Alors je sais que la gym est la plus grosse partie de la FSF, mais les clubs de futsal, moi, toutes les semaines, j'ai quelqu'un qui m'écrit qui a monté un club de futsal, quoi. Je dis, vous êtes gentil, mais on en a déjà, on va pas monter 28 clubs de futsal, même s'il y a 100 000 directeurs dans le 3e, au bout de 2 ou 3, ça va, quoi. Donc c'est un ensemble de critères qu'on regarde. Sur la FSF, je vais être très cru, mais je nierai tout en passant ce pas de la porte, c'est parce que vous avez beaucoup de politiques qui s'occupent du sport et qui ne connaissent pas le sport. C'est tout en fait. Et puis du lobbying aussi des fédérations délégataires, y compris la mienne. Je suis la Fédération française de karaté qui nous interdit d'avoir une double affiliation. Mais ça, c'est parce qu'on a des politiques qui, pour beaucoup, par le sport, on est quand même un peu le parent pauvre, en fait. Et pour finir avec l'Olympisme, je peux plus rien dire parce que pour 2020, en fait, le karaté, depuis 200 ans qu'on se bat, va devenir olympique. Mais le karaté, c'est 250 000 licenciés par exemple en France, c'est plus de médailles que le judo et l'escrime réunis. Si je vous dis Alexandra Rekia, qui est avocate, qui a même pas 30 ans, qui est 5 fois champion du monde, personne ne sait qui c'est. Si toi ça dit quelque chose, on a un peu de médialité, mais à partir du moment où on passe dans l'Olympisme, c'est la lumière. Regardez la boxe en fait. Je donne des cours dans une MJC dans le 2e à Confluence. On avait notre réunion de rentrée là en septembre. J'arrive, on s'assoit, vous savez, on a des tables un peu comme tout le monde, et on a nos listes pour les gens savoir si les gens sont déjà inscrits. Le jeune homme qui s'occupait de la boxe à côté de moi, sa liste c'était déjà plein. On n'a même pas fait la réunion d'ouverture, sa section était pleine. C'est le résultat de Tony Oka et Stan Mosley, quoi. Donc l'Olympisme, c'est sûr que c'est...
Bon, vous verrez, on en reparlera en 2020 quand on sera champion du monde, enfin champion olympique. C'est la France, c'est la meilleure nation mondiale. En karaté, oui. Bon, bah, les Japonais, largement, à pas de couture. Alors là, ils ont mis des bougies doubles parce que, comme les prochains JO, c'est chez eux au Japon, il faudrait pas qu'on leur mette une. Ah oui, oui, la France est meilleure nation. Premier champion du monde, c'était Thierry Massy. C'est, bah, vous avez que voir, vous, il a quel âge que moi. Oui, Valera, il a été tout seul. Valera, c'est 72, 71. C'est le premier non-japonais champion du monde, mais c'est dans les années 70. Alors que, après Thierry Massy, c'est pas la vague rose, mais la vague karaté français. Hein. L'autre entraîneur japonais est un français. Hein. Une autre question, peut-être? Non. Sur les... Si. Tu penses maintenant. Sur le rapport de la compétition et de l'argent, tout à l'heure on a vu qu'il y avait des remises de médailles, mais dans la compétition on peut avoir plus que ça. Des fois on peut je sais pas, enfin bon, parce que il y a aussi le fait que quelqu'un qui est dans les 3 premiers c'est bien, puis le 4e il n'a pas de médaille, enfin, il a pas de médaille, donc c'est le rapport de la récompense ou éventuellement de l'argent, parce qu'il peut y avoir de l'argent des moments par rapport à la compétition. C'est dont on parlait, la limitation, le fait peut-être de séparer les 3 premiers qui ont des médailles avec ceux qui n'en ont pas, c'est un peu ça, le fait de créer des... Et puis peut-être, j'ai envie de dire, ça va presque plus loin, c'est un peu comme on commence à parler de statut politique, c'est un statut du sportif de haut niveau qu'il faudra avoir. Hein. Moi, je ne vous donnerai pas de nom, mais par exemple, j'ai eu à gérer, dans le 3e arrondissement, on a la chance d'avoir le numéro 3 français du 100 mètres. Je me suis beaucoup occupé de lui, et en fait c'est un jeune homme qui par ailleurs a pas la chance d'avoir ses parents, mais pour lui trouver un appartement et essayer d'avoir un appartement, c'est de la croix à la bannière, parce qu'en fait la Fédé les aide avec des subventions, des bourses, des choses comme ça, mais il n'a aucun bulletin de salaire, pas de garant, rien du tout. Il n'y a pas de statut du sportif de haut niveau. En fait, Thierry Braillard avait beaucoup travaillé là-dessus sur son mandat, sur le fait il avait créé un gros dynamisme avec les grosses entreprises pour qu'ils s'engageaient à embaucher des sportifs de niveau, comme Robert Ménard-Michon a pu au Franck Soforosi en bénéficier, là, pour nos champions lyonnais. Mais il y a un vrai statut du sportif de haut niveau à créer, hein, en fait, quand pas notre ancien président, enfin, quand il y a eu le rabotage fort sous Nicolas Sarkozy des nombres de fonctionnaires, les premiers qu'on trinquait, c'est tous les quotas de sportifs de haut niveau qu'on avait. Par exemple, moi dans le karaté, il y avait ceux qui n'avaient pas de métier, ils étaient tous ou pompiers ou policiers. On avait la Poste, on avait EDF, on avait tout un tas d'entreprises comme ça. Ça n'existe plus en fait. Et il y a un vrai statut du sportif de haut niveau à recréer en France si on veut avoir un certain niveau, quoi. Parce que si on n'est pas footballeur, faut voir dans quel, enfin vous savez bien, hein, dans quelle galère ils sont. Les gymnastes, c'est pareil que le karatéka. Hein. Un gymnaste, à part quand il est champion olympique, et encore, même quand il est champion olympique, on l'oublie très vite, quoi. Hein. Monsieur. Oui, je voudrais dire, par exemple, je voudrais compléter, parce que disons que j'ai été peut-être un peu rapide là, mais quand on organise une compétition, moi j'ai vu une compétition locale de gymnastique, il y a des entraîneurs qui organisent la compétition, qui disent mais il faut pas récompenser que les 3 premiers, il faut que tout le monde soit récompensé, parce que sinon ça crée des perturbations. Donc on parle de la récompense dans une compétition, donc disons que ça peut aller très loin, oui. Donc je sais pas si... Est-ce qu'il faut une récompense? Voilà, exactement. C'est la question, et on revient un petit peu au bénévolat et aux gens qui sont payés, parce que chez les enfants, on peut dire il faut qu'il y ait une récompense pour que ça soit bien, et en fait, c'est un modèle, hein, modèle, c'est par habitude un modèle de récompenser, de donner des médailles, mais il faut qu'on questionne finalement. Est-ce qu'on pourrait pas soit rien donner, oui, mais c'est soit donner quelque chose à tout le monde, mais est-ce qu'il faut donner quelque chose déjà? C'est le modèle méritocratique finalement qui s'applique partout dans la société en fait. Voilà. Un modèle qui est apprécié dans certains secteurs, dans le monde du travail par exemple, où c'est... Bon, bah... Oui, une question. Vous avez évoqué le lien entre l'entraîneur et le jeune, surtout les plus jeunes, et l'importance de la formation par rapport à tous les faits psychologiques de gérer la victoire, gérer la défaite, gérer aussi l'estime de soi, etc. Je voudrais savoir quelle est la part de formation des éducateurs
dans les cursus de formation universitaire et dans vos différentes fédérations, que ce soit au karaté ou peut-être dans d'autres fédérations? Moi, je connais bien la basket et le fixus. Karaté. Et est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à mutualiser, je sais pas, des parcours de formation à ce niveau-là? Parce que je pense que ça permettrait peut-être de faire baisser un peu la tension par rapport à l'envie de gagner, et ça équilibrerait peut-être et permettrait à la compétition d'apporter vraiment ce qu'elle doit apporter. Voilà. Alors la mutualisation, c'est une bonne idée, sauf que c'est deux ministères, jeunesse et sport et l'éducation nationale, donc après ça c'est politique. Mais quoi qu'il en soit, à ma connaissance, pour intervenir très ponctuellement dans les formations du comité d'État de basket, la proportion de psychologie, pédagogie, elle n'est pas aussi importante que l'aspect technico-tactique et physique. Et c'est pas pour promouvoir les UFR STAPS, mais si vous avez eu l'opportunité d'avoir un étudiant qui fait le cursus universitaire et qui en plus passe du coup le diplôme de jeunesse et sport, le diplôme d'État, pour pouvoir intervenir dans votre fédération, c'est toujours un plus parce que l'étudiant aura suivi des cours comme la pédagogie, comme la psychologie, comme la sociologie, comme l'histoire du sport, c'est-à-dire qu'on est dans un environnement qu'on connaît, l'aspect juridique, l'aspect politique, l'aspect histoire, l'aspect anatomie. Donc forcément, il y aura un peu plus de bagage pour accompagner les jeunes enfants, connaître comment l'enfant il se développe. Et à ma connaissance, cette partie-là, elle est pas un peu le parent pauvre, quoi. Elle n'est pas si importante dans les formations fédérales. Hein. Il faudrait peut-être alors rééquilibrer. Je ne sais pas si c'est pas chargé. Par rapport à la partie technique, je ne sais pas. Je sais pas chez nous, je connais pas trop, enfin, je connais mal les cursus de formation. Quelle est la part à la FSCF de la partie pédagogie Forcément, ça ne peut pas être aussi important qu'en université. Enfin, on parle d'une formation fédérale qui dure 10 jours, on parle d'un master qui dure 4 ans. Enfin, forcément, oui, non, mais c'est pas aussi important. Mais quelle est la proportion à peu près aujourd'hui? Enfin, j'en sais rien, mais... Ou est-ce qu'il y aurait, est-ce que de ton point de vue, il y aurait des choses à revoir on ne pourra jamais aller aussi loin que ce qui se fait à l'université, mais déjà... Mais déjà, il y en a une, il y a de la psychopédagogie. Si c'est ça ta question, il y en a. Oui, est-ce que ce sera après, la question, c'est de savoir le pourcentage, en fait. Quel que soit. Oui, c'est sûr que la formation en 4 ans ne sera pas la même qu'un BE en 1 an, qu'une formation d'initiateur en 24 heures. Mais par contre, la répartition en pourcentage de non, mais tu vois, dans les formations, dans les recyclages ou les choses comme ça, on fait beaucoup de recyclage technique. Est-ce que c'est pas de la formation, c'est un recyclage. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire à un moment d'un recyclage justement sur la partie psychologie, pédagogie, rappeler des fois des choses. Non, en tout cas, on est tous d'accord pour dire que ce serait important de le faire de toute manière. Ouais. C'est important de le faire. Le problème, c'est que très souvent, en fait, alors, je sais pas comment ça agit, mais les responsables formateurs, en fait, souvent malheureusement, on va envie de dire, c'est des techniciens, en fait. C'est toujours pareil, on met pas les bonnes personnes au bon endroit. C'est souvent des techniciens d'animaux qui vont tout focaliser sur la technique et qui oublient toute la partie autre, psychologie, approche de l'entreprise, et puis ils savent pas faire, donc du coup, ils ont pas envie de sortir dans zone de confort. C'est là où la formation elle a son importance. C'est que justement, quelqu'un qui. Alors moi, je vais parler de la Fédération sportive de France, des formations de gym, mais quelqu'un qui sort de ces. Quelqu'un qui sort d'une formation fédérale a eu notion de psychopédagogie, de technique, d'histoire, de juridique. Enfin, voilà, il sort avec un bagage minime, mais normalement qui lui permet de. Mais je rejoins totalement. On est avant tout des techniciens. Et ce qui nous intéresse, c'est la technique, c'est le geste, voilà. Et pour autant, on peut quand même avoir des valeurs et sans avoir notion de psychopédagogie, respecter juste les enfants qu'on a devant nous, en fait. Enfin, je pense. Enfin, je pense que dans nos formations FSCF, à un niveau donné, donc tous les entraîneurs reçoivent la même formation, et c'est pas pour autant qu'une fois sur le terrain, les relations qu'ils ont avec la compétition, le fait de gagner, le fait d'entraîner les gyms, entre donner des objectifs vrais, réels et atteignables aux jeunes, qui sont pas forcément des objectifs pour gagner, mais des objectifs pour aller au meilleur d'eux. Si déjà tous les entraîneurs donnaient seulement ces objectifs au lieu objectifs de podium, de place, de médaille, ben ça ferait beaucoup moins de malheureux à la sortie d'une compétition. Hein. Par contre, s'ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient à faire, là l'entraîneur est capable de dire, tu vois ce que je t'avais dit, tu aurais dû faire ça, tu aurais pu faire ça,
et la prochaine fois tu feras mieux. Mais je crois que le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne parle que, quand on va à une compétition, qu'est-ce qu'on va faire pour être les premiers? Alors, en individuel, c'est encore, mais en équipe, on voit des choses qui se passent qui ne sont pas... voilà, on n'a pas donné des objectifs à l'équipe, mais l'entraîneur s'est donné un objectif et a employé les moyens dont il avait envie pour atteindre ses objectifs. Mais voilà, et je pense que malheureusement, toutes les formations, si, ça pourrait améliorer les formations psychologiques, mais c'est quand même bien l'individu au départ, avec ses valeurs et son éthique et le respect qu'il porte, qui va pousser les jeunes là où il doit les pousser. Voilà. Alors, Virginie va devoir nous quitter. Donc merci d'être venu et d'avoir participé à cet échange. Merci, parce que j'ai juste cherché mes enfants en fait, donc faut pas que je parte trop tard. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec vous et après on peut quand même continuer d'échanger à distance. Les médias de communication nous aident à échanger à distance. Donc merci pour votre écoute Absolument. Et vos échanges et bonne continuation à tout le monde. Merci. Je vous remercie. Merci. On va la laisser s'en aller et puis on continuera juste après. Oui, donc. Oui, une question. Il y a une remarque. Une question par rapport au fait qu'on a parlé de la compétition, on a parlé aussi des enfants, mais on n'a pas parlé de l'âge où l'enfant pourrait rentrer en compétition. Je sais qu'il y a des questions sur le sujet, je crois. Voilà, on a notre idée. Qu'en pensez-vous de... C'est vrai, c'est une bonne question, Sandra. C'est difficile de répondre à cette question, parce que même quand on regarde les recommandations de pratique d'activité physique de l'OMS, les recommandations commencent à partir de 6 ans. Donc on aurait tendance à dire qu'en fait, en dessous de 6 ans, l'enfant peut pratiquer des activités physiques, mais il ne faut pas le surspécialiser. Donc on aurait tendance à dire qu'en dessous de 5-6 ans, il faut que les enfants fassent de l'activité. On peut penser par exemple à l'éveil de l'enfant, qui est très bien pour les enfants, parce que du coup, il ne faut pas le spécialiser trop tôt. Et alors après, dans certaines fédérations, dans certains sports, on sait très bien que les enfants sont détectés très tôt, commencent très tôt à faire de la compétition. C'est toujours la question. Alors pour l'enfant, on va définir la pratique intense d'un enfant quand il fait autant d'heures par semaine que son âge. Donc en fait, vous voyez qu'on arrive très rapidement chez l'enfant à des pratiques intenses. Un petit de 8 ans qui fait 10 heures de gym par semaine, il est déjà dans la pratique intensive et donc dans potentiellement les méfaits de la pratique. Alors, faire de la compétition ou pas faire de la compétition, à la limite, ce serait plutôt de dire pratique intense ou pas pratique intense chez les enfants. Ce qui est certain, c'est que chez les enfants, la pratique intense et intensive est plus néfaste que chez les adultes, parce qu'effectivement, ils sont en phase de croissance et il y a quand même beaucoup d'autres choses qui interviennent. Vous dire à partir de quel âge un enfant peut faire de la compétition, moi techniquement j'ai pas la réponse, je sais même pas si on peut faire une réponse aussi générale que ça. Je pense que chaque fédération devrait pouvoir dire à partir de quel âge un enfant peut pratiquer de façon intense, pratiquer en compétition. Il y a quand même des fédérations qui limitent énormément, c'est-à-dire qu'ils autorisent les enfants à pratiquer de la compétition mais avec certaines restrictions. On sait pas, ça va être des protections particulières où on ne leur autorise pas à faire certaines choses en dessous d'un certain âge. Après, ça reste très compliqué à définir. En gymnastique, on voit des trucs moi je vois des choses complètement délirantes en gym. À Lyon, on a le pôle France de gymnastique masculine. À Saint-Étienne, il y a un pôle France de gymnastique féminine. Quand on voit la façon dont ils sont entraînés, je pense qu'il y a quand même des questions à se poser. Alors, c'est des centres de haut niveau. On est là pour fabriquer du champion, c'est certain. Je pense que même dans ces centres-là, les entraîneurs n'ont peut-être pas vraiment défini les vrais objectifs de pourquoi ils sont ici. Et on sait qu'il y a certains enfants qui sont de toute façon détruits par cette pratique intensive, qui malheureusement n'arriveront jamais à un haut niveau. Et ça aussi, je pense que dans tous ces... Alors, la FSF, on est très loin de cette politique-là, mais je pense que dans beaucoup de fédérations, c'est ça, les fédérations délégataires qui sont quand même là pour fabriquer des champions. Vous avez ces espèces de structures de haut niveau où vous avez plein d'enfants qui sont là, des jeunes, des moins jeunes, des adolescents. Donc quand en plus on rajoute la problématique de l'enfant adolescent à qui on fait faire une pratique intensive, en lui faisant croire qu'il est dans une filière dans laquelle il va accéder au haut niveau, et qu'en fait au bout de 4 ans, on lui dit juste, en fait c'était très bien, mais c'est loin d'être ce qu'il faut.
on voit beaucoup de choses et je pense que c'est dommage que Véronique soit partie parce que les psychologues du sport voient aussi beaucoup de choses et c'est compliqué. C'est compliqué et je pense que la compétition, quand on commence avec un enfant à lui donner des objectifs et à lui... Enfin voilà, il faut être très réaliste et quand François disait qu'il faut fixer des objectifs réalistes, je pense que ça c'est très très important parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que de faire croire à un enfant ou à un adolescent qui peut y arriver, qui pourra y arriver, et de lui donner des objectifs qui en fait ne sont pas des objectifs réalistes, qui vont être des objectifs des parents, parce que les parents n'ont jamais réussi à faire du sport à haut niveau, ou des objectifs d'un entraîneur qui pense faire quelque chose avec ce jeune-là. Et si c'est pas les objectifs de l'enfant, on se retrouve après avec des situations très compliquées. Voilà, tout ça pour dire qu'à quel âge on peut commencer à faire de la compétition, je pense qu'il n'y a pas d'âge particulier, il faut quand même faire attention, les plus petits, il faut les laisser découvrir l'activité physique et puis les spécialiser plutôt vers 7-8 ans et rentrer vraiment dans un sport particulier plutôt vers cet âge-là, et la compétition, parce que c'est très variable d'un sport à un autre. Quel niveau de compétition aussi. De quoi on parle par compétition, quoi. De quoi on parle par compétition, c'est ça. Vous avez, enfin voilà, ça peut être des rencontres et... Je pense qu'il faut être aussi logique. Alors après, on a bien entendu, hein, quand effectivement vous dites emmener des enfants en compétition, c'est un peu les faire sortir de chez eux, c'est leur montrer un petit peu autre chose. Et je pense qu'effectivement, ça c'est très important. Mais je pense que ça peut être fait sous un autre format qu'une compétition à laquelle on va mettre des médailles avec qui... Enfin voilà, je pense qu'il y a peut-être autre chose à créer que réellement la compétition pour être tout le temps performant et toujours avoir cette logique de performance, et peut-être dire qu'on pourrait faire des compétitions sans récompense. Avec un autre système mais qui pourrait faire en sorte que bah voilà, les jeunes sortent de leur club, rencontrent d'autres personnes, sortent un petit peu de leur zone de confort pour quand même pousser un petit peu les limites, mais pour autant en respectant les choses, quoi. Alors, si tout le monde est récompensé, est-ce qu'il y a compétition ? Parce que là, je pose la question, on parle, et je vois la compétition masculine, les 3 premiers ou les 4 premiers sont récompensés dans la catégorie, et les autres ont tous un diplôme depuis 2 ans, à chaque compétition. S'ils augmentent leur total point, on leur fait un nouveau diplôme. S'ils n'ont pas de niveau de diplôme, c'est qu'ils n'ont pas augmenté. Ça, c'est du positif. Et du coup, c'est quand même de la compétition, bah, c'est, on va dire, contre soi-même de compétition en compétition, mais il y a quand même un aspect compétitif. Mais bien sûr, autrement, si on récompense tout le monde, s'il n'y a pas de premier, pas de dernier, il n'y a pas de compétition, ce n'est pas possible. Compétition, ça amène un classement. Bah, du coup, comme vous le disiez, sauf si on considère que c'est une compétition par rapport uniquement à ses propres performances et que chaque année on se réévalue et qu'on est compétiteur. Oui, mais voilà. alors on ne peut pas appeler ça compétition si c'est une compétition contre soi-même. Alors que les 4 premiers, ils sont récompensés. Eux, c'est normal, les 5 premiers vont toujours vouloir essayer de faire plus et peut-être aller dans un haut niveau. Ils trouveront une autre structure. Je vais laisser quelqu'un de plus compétent que moi, du coup. Yacine. Je suis pas plus compétent que toi et je sais pas si c'est une réponse, c'est peut-être plus une remarque. Ça renvoie à la définition de la compétition parce que étymologiquement, la compétition, ça vient de la rencontre, d'un affrontement interindividuel sans forcément dégager un champion ou un vainqueur au détriment de perdants. C'est quand même assez violent. Bah voilà, là, par exemple, on a récompensé les gagnants, mais où sont les autres milliers de perdants qui ne sont pas sur les podiums? Donc, je pense qu'il y a peut-être un autre modèle de compétition. Je sais pas, on pourrait peut-être faire des compétitions coopératives où on associe des enfants de différents niveaux en équipe pour essayer de faire s'affronter des équipes homogènes mais hétérogènes en leur sein. Donc ça, je sais pas, c'est une piste comme ça en réfléchissant à vote, mais pourquoi la compétition ne serait pas viser l'épanouissement total d'un enfant ou Vous pensez que vous aurez beaucoup de clubs qui vont jouer ce jeu? C'est peut-être à nous de faire évoluer du coup notre vision de la compétition et au club aussi de faire évoluer du coup leur vision de la compétition et pour imaginer de nouveaux modèles peut-être de compétition.
Et s'il y a de plus en plus de pratiques non institutionnalisées, c'est peut-être parce que le modèle de compétition actuel, comme on l'envisage dans les fédérations ultrasportives et à haut niveau, commence à être remis en question. S'il y a beaucoup plus de joggeurs du dimanche ou des jeunes qui s'auto-organisent pour faire du sport ou du skateboard ou du parcours, c'est peut-être que les modèles des fédérations vieillissent et ne répondent plus aux aspirations des jeunes. Donc je sais pas, c'est une question. Hein, mais... Oui, c'est une bonne question, mais là, si on parle des joggeurs du dimanche, c'est une compétition qui est gratuite. C'est personnel. Chacun va courir comme il veut. Mais pas pour le skate, par exemple. Yacine parlait de skateboard ou de... Le skateboard, vous envoyez dans tous les coins de rue. Bah oui, mais il faut payer son skate et puis après... Oui, vous avez le skate, c'est tout. Mais vous ne payez pas en cotisation. Certes. Eh oui. Donc vous n'êtes pas obligé de faire partie d'un club pour faire du skateboard. Vous venez dans le quartier de la Pardieu, tous les trottoirs, maintenant dans ce nouveau quartier, on met des petits plots pour pas que le skate vienne rouler dessus. N'est-ce pas, Del? Oui, tout à fait, mais après, alors, l'un n'empêche pas l'autre, c'est pas parce que l'idée c'est pas de complètement supprimer le modèle de compétition qu'on connaît tous, mais peut-être avoir des autres compétitions un peu complémentaires pour ceux qui gagnent jamais. Par exemple, nos karatés, maintenant on s'est rendu compte, en fait, depuis quelques années, on avait des enfants, en fait, par exemple, nous c'est par élimination directe, donc le petit qui arrive de la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous savez aussi bien que moi, il arrive d'Aubenas, il vient à Oyonnax, il a fait 400 km, il fait 15 secondes de combat, il prend à 8-0, et qu'est-ce qu'on fait? On le laisse repartir chez lui avec cette idée. Donc nous on se dit c'est pas possible de continuer comme ça. Par exemple, maintenant on a fait un tournoi de bille, et tous ceux qui perdent au premier tour ou au deuxième tour, on leur refait faire une compétition à côté avec à nouveau un système de médailles. On fait aussi une fois par an, quelque chose qu'on appelle le challenge de Noël, où on dit pas, les profs jouent le jeu, on dit pas aux enfants, et ils arrivent en fait, ils font pas du tout du karaté, ils font des parcours, et en fait tout le monde gagne à la fin. On dit, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier, et du coup ils sont super contents aussi. L'idée c'est peut-être d'avoir des choses complémentaires, pour pas oublier ceux qui gagnent pas, parce qu'il n'y en a que 3 qui gagnent. Il y a une grosse, la championnat de France, où ils sont, encore, quand on est en championnat de France, on a l'habitude de la compétition, mais sur un championnat régional, s'ils arrivent à 50, 100 compétiteurs, il n'y en a que 3 qui ont en médaille. Pensez aux 97 autres. Pardon, si je peux juste rebondir sur ça, quand vous dites effectivement dans une compétition les 3 premiers gagnent et du coup si on ne fait pas des compétitions avec des récompenses, jamais vont pousser la porte d'une salle de gym parce que de toute façon et ça, je pense qu'il y a des exemples de partout. Moi je pourrais vous dire, dans ma propre pratique, j'ai jamais poussé la porte d'une salle de gym parce que je me suis dit mais jamais j'arriverai à monter sur une poutre ou alors ça va être tellement ridicule que de toute façon j'y arriverai jamais. Et je pense qu'en fait en mettant de la compétition systématique dans tout, avec effectivement ce système qui va ne récompenser que les meilleurs, on laisse quand même sur le côté plein de gens qui sont là, qui ont envie d'être compétitifs aussi, mais peut-être à un autre niveau. Et là il y a peut-être quelque chose à réfléchir et peut-être des choses à créer, autre chose que des compétitions qui vont récompenser que les meilleurs et qui vont laisser un certain nombre de personnes sans rien du tout. Monsieur, c'était en réponse par rapport à ça ou c'était totalement sur autre chose? C'est une réflexion par rapport à ça, mais moi c'est sur la dimension, puisque moi je suis danseur et je travaille sur la danse, et sur la dimension sportive et culturelle, puisque la danse touche ces 2 aspects-là. Dans la danse, hormis des situations un peu particulières, on a rarement de questions de compétition, si ce n'est sur certains types de danse. Mais par contre, on a ces questions-là en lien au professionnalisme, où il y a une compétition entre compagnies professionnelles, une compétition, voilà. Mais il y a une chose qui est intéressante, c'est que on l'oublie souvent, il y a plus d'adhérents à des associations de danse ou des pratiquants de danse que des footballeurs en France. Il y en a plus, on oublie de le dire, on met beaucoup en exemple cette dimension du football par cette dimension de compétition, mais la danse est plus présente. Et la grande majorité des gens dansent pour le plaisir, largement. Et on a des exemples. La question qu'il faut peut-être se poser, c'est cette question du rapport entre la compétition et la pratique. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que la nécessité, c'est pas qu'il y ait surtout une pratique, parce que là, ça c'est essentiel. Il y a une pratique sportive ou une pratique culturelle qui engage le corps ou l'esprit. Ça, c'est une chose qui est effectivement fondamentale. Est-ce que la compétition est nécessaire ou est-ce que le résultat est nécessaire? C'est une autre question. Et j'ai donné un exemple d'une grande école parisienne que je nommerai pas, mais vous aurez assez vite compris, qui forme une élite en danse
pour arriver à amener des gens qu'on appelle étoiles sur un parquet. Et pour 300 enfants sélectionnés au départ, de 8 à 10 ans, on a une étoile. Et combien on a d'enfants frustrés, d'échecs, qui vont terminer par finir, pour certains, enseignants, et qui vont enseigner leur frustration plus que leur pratique. Donc on a, sur cette question de compétition, aussi des vraies choses qui peuvent amener à nous éloigner du cœur des choses, c'est-à-dire ce qui fait que l'être se révèle parce qu'il pratique. Parce que fondamentalement, en tout cas chez l'enfant, pour nous c'est une chose qui me semble essentielle, parce qu'il pratique, l'enfant il se révèle à lui-même, et ça c'est le cœur du sujet, quoi, me semble-t-il. C'est peut-être pas une question, mais plus une remarque. C'était tellement intéressant aussi que... C'est ça. Non, en fait, je voulais simplement revenir sur le fait de récompenser tout le monde et ce que tu disais, Sandra. Donc, je pense quand même que la force de la FSCF, justement, c'est de pouvoir donner la possibilité à chacun et à chacune d'accéder à son niveau à une médaille. Et ça, il faut quand même le reconnaître. Il y a des enfants, nous, on demande à chaque fois, on nous dit, mais est-ce qu'on peut avoir des médailles? Est-ce qu'on peut avoir des médailles? Des filles, elles veulent une médaille. Non mais c'est vrai, les enfants, et moi je suis enseignante en maternelle, les enfants ils arrivent, ils ont fait un cross ou un machin, ils sont ravis d'avoir une médaille. Donc il faut juste savoir le sens que ça a pour eux, et qu'est-ce qu'ils mettent derrière ça. Mais pour moi, je suis désolée, mais je reste à 100% à faire des podiums, à remettre des médailles au premier, au deuxième, au troisième. T'es quatrième, oui, mais apprends de ça. C'est comment tu amènes l'enfant à dire tu es quatrième. Donc c'est le rôle de l'éducateur, c'est le rôle des dirigeants, c'est les valeurs qu'on met derrière le sport qu'on enseigne. C'est tout un tas de choses. C'est très réducteur de dire il faut trouver des compétitions en fait qui ne soient pas des compétitions. Mais si, la compétition c'est la vie quand même. Ce que tu veux dire, c'est qu'il faut relativiser aussi. Il faut apprendre aux enfants à faire de la compétition intelligemment, en respectant les valeurs de chacun, les valeurs humaines et les valeurs qu'on défend. Voilà. Et c'est sûr que d'aller de tout faire, de tout mettre en œuvre pour être première jusqu'à écraser les autres, ça c'est pas de la compétition. Mais au final, que tu sois débutante ou confirmée, tu peux avoir aussi ta chance et tu as le droit d'être meilleure qu'une autre, quoi. Moi, je pense que le problème qui avait été soulevé, c'est plutôt le problème des outsiders, entre guillemets, ceux qui gagneront jamais rien et qui du coup seront là en fait pour être des faire-valoir de ceux qui gagnent, tu vois. Et du coup, de ce point de vue-là, c'est un peu, on peut comprendre en fait la réflexion sur la légitimité de la compétition, dans le sens où pour qu'il y ait des gagnants, il faut qu'il y ait des perdants. Et est-ce qu'il n'y en a pas qui sont là juste pour permettre à d'autres d'être heureux de gagner? Dans ces cas-là, il fallait choisir de ne pas faire de compétition. Il y a des enfants qui effectivement, il y a des enfants qui n'auront jamais de médaille. Mais pour autant, ils sont ravis d'aller en compétition et d'y participer. Enfin, pourquoi et en plus, on a des compétitions équipes. Et parfois on peut gagner non pas grâce au meilleur de l'équipe, mais à celui qui fait ces notes rentreront pas dans le total point, mais par contre apportera un dynamisme dans l'équipe, une solidarité, enfin tout un tas d'autres choses qui permettra d'accéder peut-être au podium. Enfin, moi je l'ai vécu personnellement et je sais que ça existe ça, mais c'est à l'entraîneur et aux dirigeants, pas qu'à l'entraîneur, aux dirigeants. C'est un esprit de club en fait qu'il faut avoir et c'est ce que, enfin là-dessus je rejoins complètement ça. Mais moi je complète par rapport à ce que dit Béné, puis pour réagir par rapport à ce que disait Marc, il y a aussi effectivement, pour revenir à ce qu'on disait, l'enjeu, l'explication de l'enjeu. L'enjeu c'est effectivement 1, 2, 3 au départ, mais c'est l'enjeu, pourquoi pas, c'est d'avoir aussi un nouveau diplôme. Cette année, tu refais une compète, tu as amélioré tes points, ton enjeu, parce qu'on est lucide en tant que coach, on sait que le gamin ne sera jamais sur le podium, l'enjeu c'est l'explication de dire, toi cette année, il faudrait que tu aies de nouveau un diplôme, c'est également l'explication de l'enjeu. Je pense qu'il ne faut pas oublier cet aspect de la morale de la compétition, mettre un petit peu cette dimension-là. Comment ?
mesurer la progression. De mesurer la progression aussi, mais aussi, je veux dire, la compétition, elle est nécessaire si tant est qu'on l'explique avec oui, une dimension morale de cette compétition. Et je pense qu'à la FSCF, on a cette chance-là. Il faut juste qu'elle ne se perde pas en route. Et je pense que c'est un petit peu aussi l'objet de ce débat aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent, et tant mieux. Il faut qu'ils entendent. Je regrette qu'il n'y en ait pas autant cet après-midi. Donc il faudra retransmettre ça. Mais merci à celles et ceux qui sont là. Je veux dire, c'est important qu'ils n'oublient pas que dans la compétition, il y a un enjeu et il y a une dimension morale qu'il ne faut pas perdre en route. Et moi, je pense qu'effectivement, je rejoins Béné, c'est important que cette compétition, elle soit là. On en a besoin. C'est aussi un petit peu, on va dire, le noyau d'une activité. On va prendre peut-être une dernière. Non, voilà. Moi, je voulais rebondir. Madame, et puis on termine peut-être, je sais pas. En fait, moi, je suis assez d'accord avec Béné, dans le sens où déjà dans notre fédération, il y a par moments, en fait, je me sens pas trop concernée par rapport au fait que moi, je suis qu'à la FSCF. On a un projet éducatif qui est basé quand même beaucoup sur la création du lien social. On a des compétitions avec un festival où l'après-midi, on s'amuse tous ensemble. On se retrouve, l'ambiance de la compétition, même si on n'a pas de médaille, je pense que les gamins, l'année dernière, en poussine, moi j'ai des poussines qui n'ont pas eu de médaille, on est monté sur la deuxième marche du podium en classement par équipe, mais le festival l'après-midi en plein air à Ample-Pluie, c'était la meilleure journée de leur vie. En fait, elles avaient presque oublié la compétition du matin ou l'enjeu de la compétition. Elles ont passé une super journée, elles s'éclataient, à rigoler avec les copines, sachant qu'en plus, nous, nos compétitions, en gym en tout cas, les compétitions par équipe, par exemple, il faut, je sais pas, 4 troisième degré, 4 niveau 5, etc. Donc en gros, la 6e degré qui fait partie de l'équipe, elle a autant besoin de la 3e degré. Donc du coup, en fait, ça crée aussi cette solidarité. Donc du coup, ce côté de frustration, après le haut sport, le karaté sans affrontement, il y a forcément dans un combat de karaté un perdant, un gagnant. Donc du coup, c'est comment on accompagne ça et comment... Voilà, mais ça c'est du bon sens en fait. Après, moi j'ai été éduquée par la FSCF avec ces valeurs-là, donc du coup j'ai du mal à concevoir ça en fait. Mais après, moi je pense que toutes mes gyms, elles reviennent des compétitions, elles sont ravies parce qu'il y a ce côté festif, parce que l'après-midi on se retrouve tous ensemble et que on monte pas sur le podium, c'est pas grave. Quand on monte sur le podium, on est super content. Quand on monte pas sur le podium, on a au moins passé une journée tous ensemble, quoi. Oui, mais du coup, ça rejoint exactement le propos qu'on a tenu ici, c'est de dire qu'en fait, la compétition, oui, elle est nécessaire, oui, c'est un apprentissage de la vie, mais il ne faut pas axer la compétition que sur le résultat et que sur la médaille, en fait, c'est tout, c'est un tout. C'est pour ceci qu'actuellement, dans les compétitions, il y a toujours les 3 ou les 5 premiers qui sont récompensés, mais il y a toujours autant de monde. Et que ce soit les filles ou les garçons, ils ne sont pas découragés, et au contraire, ils reviennent volontiers les autres compétitions. Donc on voit, et actuellement, on forme des cadres avec les gyms, pas toujours les meilleurs, mais on forme des dirigeants. Et dans mon club, il y en a 2 qui ont pris des responsabilités au niveau du conseil. Et donc ça, c'est un genre de compétition. Juste pour finir, je pense qu'en fait on dit tous la même chose, mais peut-être pas avec les mêmes mots. Je pense qu'effectivement il faut une forme de compétition pour arriver à pousser les gens dans leur retranchement, tout ce que vous voulez. Après, je pense que tout est ce qu'on met derrière la compétition, le respect qu'on va mettre dans la compétition, ce qu'on disait tout à l'heure, les objectifs qu'on fixe et les enjeux qu'on va fixer. Je pense qu'à la FSCF, vous avez cette chance-là encore de pouvoir dire qu'effectivement, quand vous faites des compétitions, il y a du respect, il y a des valeurs qui sont encore respectées. Mais malheureusement, il faut bien aussi se rendre compte que dans d'autres fédérations, c'est loin d'être la même chose. Monsieur témoignait pour la danse. Moi, c'est ce que je vous racontais dans toutes ces structures espoirs des fédérations délégataires qui, pour moi, détruisent quand même un certain nombre de jeunes. Et malheureusement, il y a aussi ce côté-là négatif de la compétition qui existe. Alors, vous avez peut-être la chance de ne pas trop le voir à la FSCF, mais il faut aussi avoir conscience de ça, et je pense que vous devez récupérer dans vos clubs FSCF un certain nombre de jeunes des fédérations délégataires abîmés par la compétition. C'est pour ça qu'on est à la FSCF en fait. Mais bravo, mais du coup, et là je rejoins tout à fait Sandrine sur le fait qu'il faut réussir à poursuivre dans cette notion-là.
ça. Et je pense que c'est important et que c'est aussi pour ça qu'on était là aujourd'hui, parce que il faut continuer avec, ces façons de faire et pas oublier que malheureusement, il y a dans le sport aussi un côté... Voilà, il y a les paillettes, il y a la compétition, il y a les médailles, et puis il y a tout ce qu'il y a derrière. Je pense qu'on a fait le tour et que c'était une bonne conclusion. Je vais laisser le mot de la fin, pardon, à Dominique. Bien, merci d'avoir participé. Je crois que les échanges ont été riches. Effectivement, comment dire, on va pouvoir y réfléchir pour amener aussi, voilà, se questionner par rapport à la FSF, savoir si on continue ce qu'on fait de la même façon, si on change, s'il y a des choses à changer, etc. Donc voilà, connaître les limites et toujours être dans cet état d'esprit d'être au service de l'éducation des enfants et au développement aussi personnel des gens qui viennent dans notre fédération. Merci à nos intervenants qui aussi nous ont éclairés par rapport à d'autres activités. C'est toujours intéressant de voir un peu ce qui se passe aussi ailleurs. Voilà, bon retour à chacun.